intitulé « Quand la création artistique prend soin d'autrui ». Un beau sujet et je pense qu'on a intérêt à prendre soin les uns les autres parce que le monde qui avance est un peu inquiétant et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je remercie d'abord beaucoup de nos intervenants cet après-midi. Je commence par Thierry Thionyang, danseur et chorégraphe. Olivier Martin-Salvin, metteur en scène et comédien. Ah pardon, je vous ai interverti. Oui, c'est vrai, il y a un petit quelque chose hein, dans la barre. Édouard Peu-Richard, circassien, cofondateur de la Supérette. Vous m'arrêtez si je continue à dire des bêtises. Non, c'est bon. Et Zona Zarik, philosophe et membre du Centre d'études critiques de la démocratie à l'Université américaine de Paris. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y en a encore. Vous êtes chercheuse également. Je vous présente, ça vous la connaissez, Gwenola qui va animer ce débat, je la remercie. C'est le premier débat ou rencontre, c'est la première rencontre de deux prochaines qui seront programmées le 10 février et le 7 avril, toujours sur le thème du care, comment la création artistique peut prendre soin des autres. Voilà, je vous souhaite une très belle rencontre et une bonne après-midi. Merci d'être venu et d'avoir bravé les éléments. Bon après-midi. Merci beaucoup Brigitte, oui, Buc. Pour, je ne me suis pas présentée, je suis Brigitte Buc. Merci pour cet accueil qui scelle une collaboration de longue date entre Arsena, Centre national des arts du cirque, de la rue du théâtre et l'ASACD. Une collaboration précieuse puisque chaque année, nous déployons un cycle sur 3 rencontres, un cycle de réflexion. Donc là, nous nous intéressons effectivement au care et on va le passer à la question à travers ces différentes acceptions. Parce que c'est un terme qui est en vogue, on peut le dire, mais qui reste souvent flou. On l'associe souvent à l'art, mais on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien savoir ce que ce terme care désigne vraiment, que peut l'art, que peut l'expérience artistique pour prendre soin. On remarque aussi que dans leur processus de création, de plus en plus d'artistes tissent des liens de proximité, d'entraide, de solidarité avec des spectateurs, avec des habitants, qu'ils portent attention aux plus fragiles, aux humains, aux vivants en général. Il y a aussi une attention qui dépasse tout simplement les êtres humains, mais qui s'intéresse aux vivants. Est-ce que c'est parce qu'ils s'inspirent de l'éthique du care? Là aussi, nous pourrons nous interroger. Et pour cette rencontre particulièrement, nous voulions discuter de cette portée réparatrice de l'art. On dit souvent que l'art répare. Et si oui, quel en est le périmètre à la fois poétique, esthétique, social, politique, voire thérapeutique? Est-ce que c'est l'art et la culture qui réparent en eux-mêmes ou c'est les usages qui en sont faits, là aussi, parce qu'on n'est pas forcément dans une intervention démiurgique de l'art et de la culture, mais il y a ceux qui portent ces démarches. Et on voit que dans la démarche de soins, l'attention et la participation de celui qui fait est extrêmement importante. On peut aussi parler évidemment de ce qui est possible, de quelles sont les limites aussi de cet exercice et s'interroger aussi que pour comment ces arts de la représentation peuvent participer à une éthique du care parce qu'ils offrent une voix aux invisibles, aux plus vulnérables et ils leur redonnent ainsi peut-être une puissance d'agir. Voilà beaucoup de questions que nous allons examiner grâce à nos invités. Je les représente rapidement en donnant quelques indications aussi de pourquoi on vous a sollicité. Donc Olivier Martin-Salvin, vous êtes donc comédien de grande verve. Hein, on vous connaît avec votre accent rabelaisien. Vous êtes notamment très connu pour avoir coécrit Bigre avec Pierre Guillois. Ça a tourné je ne sais pas combien de dates. Mais vous êtes aussi, on le sait un peu moins, très impliqué dans le Centre national pour la création adaptée, qui est situé à Morlaix, qui est à la fois un centre de création avec la compagnie Catalyse, mais aussi un pôle national de recherche et de ressources professionnelles. Et vous œuvrez au sein du Phalanstère. Donc vous nous en direz plus tout à l'heure.
Zona Zarik, philosophe, donc membre du Centre d'études critiques de la démocratie à l'Université américaine de Paris, chercheuse associée à l'Institut de philosophie de théorie sociale de l'Université de Belgrade. Vos recherches portent principalement sur la philosophie morale et politique, et vous avez un intérêt particulier pour le concept de la compassion en tant qu'outil politique, et vous avez notamment publié, on peut le voir ici, avec Pauline Béguet, Soins et compassion, un nouveau paradigme pour la philosophie politique. Je continue avec mon voisin, qui est effectivement circassien, cofondateur de la supérette, ça peut toujours servir une supérette, mais qui par ailleurs, et ça peu le savent, est aussi lanceur de couteau, fils de lanceur de couteau. Donc c'est dire ça va dégainer aujourd'hui. Donc vous avez été formé aux arts du cirque à l'école du Lido à Toulouse. Vous avez compagnonné avec MMFF, Mathieu Maffy Foundation. Donc je pense que là vous avez aussi affûté votre humour. Et parallèlement à vos créations, vous êtes enseignant de cirque adapté auprès d'un public spécifique. Le repos du guerrier, qui était votre premier seul en scène, premier projet d'artiste-auteur, était nourri de cette expérience. Et puis actuellement, vous jouez le spectacle « Nous, on n'a rien vu venir », ça dans le cadre du dispositif Cirque Portatif qui est porté par la Véridalès, ce qui vous fait vous balader à travers tous les établissements scolaires de France et de Navarre. Je terminerai avec Thierry Chunyang, le danseur, chorégraphe, riche d'un parcours de nombreuses créations et collaborations, parce que c'est une de vos particularités. Vous travaillez souvent en collaboration. Et parallèlement, vous initiez des ateliers de recherche chorégraphique auprès de professionnels, mais aussi d'amateurs, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes âgées, de personnes qui sont en fragilité, d'autistes et de détenus. Donc voilà, vous vous adressez à une très grande variété de publics, et je crois que d'ailleurs, il y a dans la salle une dizaine des étudiants auprès duquel vous intervenez. Alors je le disais en introduction, le care est un terme à la mode, mais c'est aussi un peu un mot valise, on y met beaucoup de choses. C'est un concept qui est apparu en France au cours des années 2000, donc ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en parle. Il a été défini au tout départ par une psychologue américaine, Carol Killigan, dans un ouvrage en 1982. Elle le définissait à l'époque comme un souci fondamental du bien-être d'autrui et le centre de développement moral sur l'attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. Donc ça, c'est une proposition de définition pour un concept qui suscite à la fois curiosité et perplexité. Et je suis sûre que Zona Zarik, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce concept de care qui recouvre de multiples aspects. Bonjour, merci pour cette question. Merci. C'est bon, tout le monde m'entend? Merci d'être si nombreux, ça fait plaisir de voir malgré la pluie. J'ai hâte de discuter avec tout le monde. Care, j'en pourrais parler pendant des heures. C'est un concept qui est, on dit, un peu en vogue, à la mode, parce qu'en France, on n'aime pas trop utiliser des anglicismes. Et pourtant, ce qui est rarissime, l'anglicisme a été accepté, même par le monde académique, parce qu'on s'est mis d'accord à l'époque, dans les années 2000, comme vous venez de dire, qu'en fait, on ne pourrait pas simplement le réduire à la traduction qui serait sollicitude ou soin. Parce qu'il y a des problèmes, quand on pense soin, on pense par exemple des pathologies ou une institution, ou quelque chose qui se termine, une cure plutôt qu'un care. Quant à la sollicitude, ça reste dans une sphère intime. Donc le geste de garder le mot anglais care est pour dire que care recouvre beaucoup plus et surtout implique tout de suite une relation. Donc on est dans une relation d'abord, de penser à l'individu, on est à l'écoute, on est présent, on est là. Comme dirait Lévinas, me voici. C'est ça toute l'éthique du care, cette idée de singularisation de l'être avec lequel on est dans la relation. Et vous avez mentionné Carol Gilligan, qui est à l'origine de cette éthique. Donc, depuis ses travaux en 82, on parle d'éthique du care comme une éthique proprement dit définie, mais aussi en contraste avec les éthiques de la justice qui précédaient. Et si j'ai un peu de temps, je pourrais expliquer le contexte du livre.
Donc son livre Une voix différente, on est en 1982, émerge d'une critique de son collègue Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg est un psychologue très connu, un peu l'équivalent de Jean Piaget à l'époque en France, qui postule les phases de développement moral chez l'enfant et qui conclut que ce sont systématiquement les garçons qui se développent beaucoup plus rapidement vers ce qui est la justice et la morale. Et Carol Gilligan y voit un problème. Elle veut examiner de près les tests qu'il met en place, les questionnaires, afin de savoir comment on obtient ces résultats. En fait, je vais vous expliquer ce dilemme qui est à l'origine de l'éthique du care. Ça s'appelle le dilemme de Heinz, posé à deux enfants de même âge, Amy et Jake, de 11 ans, qui sont de même milieu socio-économique. On leur dit, il y a un homme dont la femme est très malade, elle va mourir s'il n'obtient pas un médicament, mais il ne peut pas payer ce médicament. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et Jake, assez rapidement, il dit, il doit voler le médicament. La vie humaine est plus importante que l'argent. On lui pose d'autres questions. Qu'est-ce qui va se passer s'il est en prison? Et il dit des choses comme le juge comprendra, etc., etc. À la différence de Jake, on voit Amy qui hésite beaucoup. Au lieu de répondre, elle renvoie des questions. Elle dit, est-ce qu'il ne peut pas s'arranger avec le pharmacien? Est-ce qu'il y a un pharmacien de coin qu'il connaît bien? Est-ce qu'il peut prêter de l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'il peut trouver un autre job? Et on lui pose toujours la même question pour ainsi dire qu'elle n'a pas compris. On répète à l'infini la même question et à force de répéter la question, on voit ce qui se passe. Amy, elle hésite de plus en plus et ses réponses sont de moins en moins compréhensibles. En fait, ce qu'elle a analysé avec ça, Carol Gilligan, c'était cette idée que les femmes, les filles, dès le plus jeune âge, on nous apprend qu'on dépend des relations, que tout ne va pas s'arranger si simplement. Il faut d'abord voir comment maintenir des relations. Il faut aussi une chose essentielle dans cet exemple, c'est l'idée qu'elle a posée comme question. Qu'est-ce qui va se passer avec la femme si son mari est en prison? La question qui n'a pas du tout été posée par Jake. Et donc, ce qui sort, c'est une critique du développement moral proposée par Lawrence Kohlberg pour dire que si on pose la question morale comme égale à la justice, ça veut dire que la morale est l'apprentissage des règles et non pas l'apprentissage de l'autre, d'une relation à l'autre. Et tout commence avec cette idée. Puis en France, dans les années 2000, c'était en fait une autre américaine collègue de Carol Gilligan, Joan Tronto, qui a rendu célèbre le travail des éthiques du care parce qu'avec une approche un peu plus politique, pas féministe ou pas tellement féministe, donc concentrée sur cette idée d'une autre définition du care qui dit « care est tout ce que nous faisons pour réparer, maintenir et protéger notre monde ». Cette idée a eu plus d'écho en France et aujourd'hui, l'année prochaine, ça sera bientôt 20 ans qu'on a l'éthique du care en France, dont les fondatrices, les noms les plus connus sont Sandra Logier, Patricia Paperman, et ça devient un champ avec de plus en plus de publications et d'intérêt. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que quand vous voyez, je peux en parler assez longuement. Mais c'est tout à fait passionnant de vous entendre parce que vous mettez bien en évidence en effet les critères relationnels, contextuels qui sont essentiels dans la définition du care. Par rapport à une approche qui serait plus fondée sur des critères de la loi, de l'impersonnalité. Et c'est cette question de la relation qui me semble au cœur du travail que mènent les artistes qui nous accompagnent. Thierry Tunyang, je le disais, vous menez de nombreux ateliers. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui vous a engagé sur ce chemin? Et quelle est la nature du travail que vous faites? Allô, oui. C'est arrivé à un moment de ma carrière où je me suis posé la question de pourquoi je dansais, pourquoi je continuais ce métier. J'ai été gâté dans mon parcours à pouvoir danser très vite, n'ayant pas fait d'école, étant un enfant des années 90, 2000, même des années fin 80, où la danse contemporaine avait un grand essor en France et la possibilité de pouvoir expérimenter des éthiques, des chorégraphes avec des chorégraphes différents. Et à un moment donné, dans mon parcours, je me suis ennuyé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Pourquoi je me retrouve à danser toujours avec les mêmes gens, avec la même génération, avec les mêmes corps? Pourquoi dans la salle, il y a toujours les mêmes personnes qui sont là à me regarder danser, à nous regarder danser? Et je me suis dit que pour continuer à danser, il me fallait un autre corps. Il fallait un autre corps qui n'était pas le mien, qui n'était pas celui de ma génération, qui n'était pas celui de mon expérience, de ma virtuosité, de mon mouvement, et de chercher un autre corps. C'est venu d'abord avec de m'être un musicien, d'être avec un musicien, d'être avec un comédien, une comédienne, puis d'être avec un enfant, puis d'être avec une personne âgée, une personne en situation de handicap, une personne qui ne parlait pas la langue, et de chercher donc comment mon mouvement à moi s'agrandissait, se réinventait à partir de l'expérience et la pratique, la cohabitation, la recherche avec d'autres corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à inviter dans mon travail des corps différents, des corps d'autres disciplines, mais aussi des corps plus fragiles, des corps exclus, et d'aller amener ma danse, d'aller confronter ma danse dans d'autres lieux, que ce soit des lieux d'exil, des lieux de prison, des hôpitaux, et de chercher ainsi un autre mouvement, d'agrandir, de m'agrandir en invitant et en cherchant d'autres corps. Vous parlez de chercher, donc quand vous allez animer un atelier, quand vous êtes en présence de ces autres corps, on n'est pas dans une démarche d'apprentissage, j'imagine, on est dans une approche d'écoute. Comment ça se passe? Oui, je ne me présente jamais comme professeur, je ne suis pas un professeur de danse, je ne suis pas un thérapeute non plus. Donc je viens pour co-partager, co-écrire un mouvement, et de partir du mouvement des uns et des autres, qui soient empêchés, qui soient contraints, qui débordent aussi quelquefois, en travaillant avec des personnes autistes, avec des personnes plus violentes, on va dire aussi, dans des endroits plus violents, et de chercher avec eux un mouvement à partir du leur, et de se mélanger, de chercher comment son mouvement, qui est une danse pour moi, va se conjuguer avec la mienne, comment on va chercher ensemble un geste commun, comment on va bouger ensemble, s'arrêter ensemble, sauter ensemble, et d'accueillir cette particularité, ce mouvement différent pour créer quelque chose de commun. Créer du commun, c'est aussi ce que vous cherchez à faire peut-être, Olivier Martin-Salvant, puisque je vous le disais, vous êtes comédien, metteur en scène, très impliqué au Centre national de la création adaptée, et membre du Phalanster. Alors forcément, quand on entend Phalanster, ça suscite tout de suite la curiosité. Qu'est-ce que c'est? Alors le Phalanster, je crois que c'est Madeleine Loarn qui a eu cette idée-là. Quand vous m'entendez bien, ça va? Oui, je voudrais qu'on le teste. Le CNCA, Centre national de la création adaptée, donc c'est un lieu qui a été créé par le ministère, donc à Morlaix, dans les anciennes manufactures de tabac. Et le lieu, donc c'est vraiment la création adaptée, et c'est après la Comédie Française, c'est le seul lieu où il y a une troupe permanente, qui est donc une troupe d'artistes en situation de handicap. Ils sont 6 et ils vont redevenir 7 parce qu'il y a une actrice qui a arrêté dans la troupe. Et moi, je les ai rencontrés quand j'étais artiste associé au Quartz à Brest. Et voilà, le directeur Mathieu Banvillé, qui vit au Pérou, qui a arrêté d'être directeur de théâtre, m'a dit: il faut absolument que tu rencontres cette troupe, tu vas être très marqué. Et c'est vrai que ça a été le cas. Et Madeleine Loarn, qui était la metteuse en scène, on va dire, de cette troupe maintenant qui a arrêté, s'est dit: la suite de mon travail que je fais avec cette troupe, il faudrait plutôt trouver un collectif d'artistes que une personne comme ça qui tiendrait. Donc on est des musiciens, chorégraphes, metteurs en scène, on est plusieurs à être autour de cette troupe. Et donc on a beaucoup de questions, on se pose des questions sur la pédagogie, sur leur donner des outils aussi, parce que c'est une troupe professionnelle, ce sont des actrices et des acteurs qui ont aussi, eux, à l'âge de 15 ans, un cauchemar en disant: il faut que je fasse ce métier, je suis fait ou faite pour ça. Et donc ils ont passé des auditions pour rentrer dans cette troupe. Donc, parce que souvent il y a des troupes qui ont été constituées, qui se sont professionnalisées d'une certaine manière. Mais là, ce sont des gens qui sont partis de chez eux et qui sont venus s'installer à Morlaix pour intégrer cette troupe professionnelle. Donc ça, c'est un détail important.
et le Phalanstère. Donc on est plusieurs à venir travailler avec eux. Et moi, j'ai eu un projet très rapidement. J'ai fait un spectacle qui a joué la saison dernière qui s'appelle Péplum médiéval, où on est 18 sur scène, dont les 7 interprètes de la troupe Catalyse. Et donc ça, c'était très important pour moi. Alors je voulais pas faire un spectacle à 18 parce que je voulais qu'il y ait du monde, mais c'est surtout, je voulais pas qu'il soit majoritaire. Je voulais pas qu'on ait la question d'une troupe, que ce soit le sujet principal. En fait, on a travaillé pendant près de 3 ans sur de la préparation à intégrer, que ce soit pas une troupe de 7 plus d'autres, plus 11 autres, que ce soit vraiment une troupe de 18. Et donc, étonnamment même, c'est presque une victoire, mais dans la presse ou dans les discussions après le spectacle, c'était même plus trop la question de la question du handicap, et ce qui est une réussite, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour que y ait un travail fait sur les interprètes qui ne sont pas en situation de handicap pour trouver cet endroit de vérité. J'en reparlerai du travail qu'on fait avec eux et qu'est-ce qui m'a bouleversé, ce que je vais chercher chez eux. Et eux, leur aspect technique, où en fait, là, c'est une chose, on parle beaucoup avec la DGCA ou avec le ministère, c'est qu'il y a une grosse carence technique par rapport à cette troupe, parce qu'ils n'ont pas de formation. Donc moi, je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait des gens qui viennent les faire travailler sur de la pure technique, du texte, du chant, de la danse. Donc le Phalanstère a été un des gros moteurs pour cette troupe, de les mettre, de les professionnaliser encore plus, et pour qu'on ne voit pas la différence, en fait. Parce que c'est vrai que moi, en tant que spectateur, quand je vois des spectacles de troupes de personnes en situation de handicap, je n'aime pas trop dans la salle la sensation de venir un peu en voyant des artistes. Est-ce qu'ils sont... En plus, il y a des débats qui arrivent que je trouve un peu difficiles. Sont-ils aptes? Ont-ils conscience de ce qu'ils font? Alors ça me violente, en fait, parce que ce sont vraiment de grands professionnels. Et que s'il y a ces questions-là, c'est que c'est pas bon signe pour moi. Donc voilà, et c'est vrai que plus on va les former, plus ils vont être vraiment des artistes. Après, qu'ils soient dans des ESAT et qu'ils soient médicamentés pour certains ou pas, ça c'est presque une chose qu'il faut même pas mettre en devant, en valeur, quoi. Et donc voilà, pour vous présenter un peu ce CNCA, qui est un lieu pour la création adaptée. Donc il y a Babouyek, peut-être que tu en parleras, Thierry, qui est une autrice qui est assez extraordinaire. Et donc on va dire que c'est le pôle, on va dire l'endroit où toutes ces créations et toutes ces personnes ont une visibilité d'une certaine manière. Le titre de cette rencontre, c'est quand la création artistique prend soin d'autrui. Et vous écoutez, on a l'impression que ça fonctionne vraiment dans les deux sens, parce que vous parlez de cette sincérité, de cette vérité, finalement, que la rencontre avec des êtres qui sont peut-être différents dans leur mode de fonctionnement permet, et que c'est chacun qui vient pas vers l'autre, hein, et qu'il y a quelque chose là qui permet... à la fois donc, à ceux qui sont membres de la troupe Catalyse, mais aussi aux autres, de faire un pas en avant. En fait, le plus gros travail, je ne m'y attendais pas, ça a été pour les autres de faire le chemin. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, au début, j'ai travaillé avec des artistes parce que j'étais parrain d'une école nationale à Saint-Étienne, et j'ai travaillé avec cette promo avec eux. Et les jeunes interprètes ont commencé à travailler sur le diable. Je travaillais dans les mystères du Moyen-Âge, comment on pouvait travailler sur la figure du diable. Et un interprète, on va dire, qui sort d'école, va travailler, on va bidouiller avec le corps, et on va essayer de faire le diable comme il peut. Et quand j'ai travaillé avec la troupe Catalyse, ils étaient assis et tous avaient le regard en feu. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais le travail de la croyance, de la provenance, en fait, c'était assez bouleversant. Et très vite, je me suis dit, bon voilà, il va falloir que je constitue un groupe autour d'eux. Et ça a été un gros travail pour moi, parce qu'il a fallu faire pas mal d'auditions, des gens qui soient catalyso-compatibles. Et ça a été... Et je sais que tous les interprètes qui ont intégré ensuite la troupe ont eu du mal à faire ce travail, parce qu'on sait qu'une vie d'artiste, c'est plutôt d'enlever que d'ajouter. Et là, ça a été vraiment... Il fallait revenir au bois brut, quoi. Et c'est-à-dire que dès que ça triche avec eux, on disparaît d'une certaine manière. Et moi, ça m'a vachement marqué, pour redire avec Thierry aussi a dit la provenance de pourquoi j'ai voulu travailler avec eux. C'est vrai que moi, je ne suis pas arrière-petit-fils de lanceur de couteau, mais de rebouteux, travailler sur le... Vous savez. Et donc, c'est une chose qui est un peu honteuse, si vous en connaissez, on n'en parle pas trop, parce que c'est un peu de la sorcellerie, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé avec eux, quand je parle avec eux, je sens tout de suite que pour eux, c'est un terrain... c'est un terrain qu'il faut assumer, que c'est une chose belle, en fait, et que c'est pas bizarre. Et quand je leur demande de travailler sur des aspects étranges et tout ça, ou d'être dans des liens entre nous avec le public, eux, ça leur parle tout de suite. Et en fait,
je me suis dit, tiens, bah, c'est des cousins, quoi. C'est-à-dire qu'avec eux, je me sens très à l'aise de travailler sur des aspects mystérieux de la représentation théâtrale. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et après, ça a été un gros travail pour les autres et moi-même, hein, de pouvoir être au plateau avec eux. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec un enfant, des gens qui ont joué avec des enfants, mais c'est cette chose-là, en fait. Et on dit, la question de l'enfance et le handicap, c'est toujours une chose aussi qui est un peu délicate, parce que c'est pas que ce sont des grands enfants, c'est cette... c'est-à-dire qu'ils ont gardé cette pureté de cette source-là, de cette croyance et de ce rapport à l'impalpable, à l'imaginaire. Ils parlent toujours de ça, du rapport. Ce soir, il y avait des anges, souvent il y en a qui disent ça, une jeune trisomique. Et on pourrait faire, ouais, d'accord, ça marche. Mais en fait, on la regarde, on la scrute à la sortie de spectacle ou pendant, et ça devient des repères, en fait. Et des gens qui ont travaillé 30 ans dans la profession, on paraît très, très débutants à côté d'eux, parce qu'il y a ce rapport à l'impalpable. Je sais pas, on pourrait en parler longtemps, mais c'est le soin, c'est plutôt eux qui nous le mettent. C'est donnant-donnant, on va dire, d'une certaine manière. Et le rapport à l'invisible est aussi une des caractéristiques de l'art. Édouard Peu-Richard, vous, je le disais tout à l'heure, vous menez des ateliers de cirque adaptés avec des personnes âgées. Qu'est-ce qui vous a amené justement aussi, vous, sur ce chemin, et comment est-ce que ce travail a nourri votre geste artistique ? Alors c'est très hasardeux comment je me suis retrouvé à donner des cours dans des gérontopoles ou des EHPAD. Alors j'ai pas fait que ça, c'était vraiment du cirque adapté très large. Donc il y avait tout type de public. Je commençais ma semaine le lundi matin avec des bébés et je finissais en EHPAD. Alors c'est normal, entre-temps il y avait toute une humanité avec des maisons d'accueil spécialisées, des centres de détention, des ITEP, etc., etc. Donc il y avait quand même un paysage très large. Et ça, c'est arrivé de manière, oui, super hasardeuse, parce que je faisais un spectacle où je travaillais mon corps en tant qu'acrobate avec la contrainte de ne pas bouger les jambes, tout ça. Et une amie m'a dit « Ah tiens, j'ai une association, ça pourrait les intéresser ». Et je me suis retrouvé en fait, face à des paralysés de France à faire mon numéro d'acrobatie étant valide, mais à me traîner au sol, tout ça, où je me suis quand même dit « Tiens, est-ce que c'est approprié de faire ça ?» Et bien ma foi, oui, parce qu'ils ont très bien réagi, ils m'ont dit « Ah ouais, c'est super », ils ont adoré, et ils ont voulu jouer avec moi. Donc il y a eu mon premier atelier qui s'est improvisé suite à mon petit spectacle que j'avais abrégé parce que j'étais très mal à l'aise au départ. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette entrée dans les ateliers, puis après on m'a dit « Mais tu sais, c'est un vrai métier. Nous on peut te proposer plein d'ateliers, tout ça », et donc petit à petit... Et il y a eu la rencontre avec le Gérontopole qui a marqué quelque chose dans mon travail, parce que ça a été les premiers ateliers au chevet des patients, donc dans des rapports seul à seul. Et ça, c'est très intéressant dans ma pratique circassienne, où le duo, le partenaire, le lien à l'autre, c'est souvent ça, la pépite de notre travail. Et du coup, de travailler seul à seul, ça a été très, très intéressant. Ce que vous nous dites, c'est que le partage d'expérience, finalement, est fondamental dans ce que vous allez proposer. Et c'est le chemin que vous faites ensemble, en fait. Oui. Et alors, la question, parce que moi j'ai vu le repos du guerrier, et j'ai vu des images aussi où on vous voit avec... des personnes qui sont en situation de grande fragilité, c'est-à-dire que si jamais ça se figure en équilibre, ça va mal se passer. Comment ça se noue la confiance ? Comment est-ce qu'on arrive justement à cette relation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une relation qui va permettre à l'autre de se laisser prendre soin de lui-même ? Ouais, c'est un travail de longue haleine. En l'occurrence, un truc qui m'a aidé à comprendre quelque chose de ça, c'est ma relation avec Arnaud Sori, qui était mon partenaire sur le spectacle Dans ma chambre 2. Et je lançais des couteaux autour de Arnaud. Et c'était une relation un peu conflictuelle entre lui et moi. Donc on a entrepris une thérapie conjugale. C'est pas des blagues, c'est vrai, on n'était pas en couple. Et pourtant, on est allé voir une thérapeute en lui disant « Il veut que je lance des couteaux, moi je ne veux plus. Est-ce que vous pouvez quelque chose pour nous ?» On a fait 11 séances, toute la pièce elle s'est écrite autour de ces séances, et c'était assez fou. Et elle disait une chose, elle disait en fait 1 + 1 = 3. C'était sa fameuse phrase, parce que il y a le jeu, il y a le tu, et puis il y a le nous. En fait, quand il y a moi, Édouard, il y a lui, Arnaud, et puis il y a nous, cette troisième personne qui va se former aussi. Cette personne, c'est la relation.
Et la confiance, elle se joue pas tant dans fais-moi confiance ou quoi que ce soit. C'est plutôt cette troisième chose qu'on va chercher. On va chercher à faire confiance à cette troisième personne, celle qui est entre nous. Le partage d'expérience, il a lieu aussi avec le public. On parle souvent de catharsis, de mimésis, etc. Dans vos expériences, puisque Olivier Martin-Salvant, vous parliez en fait de cette relation très singulière au public. Est-ce que ça joue justement pour ceux qui sont dans la salle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un effet kinesthésique qui opère? C'est vrai que dans cette troupe, on ne parle jamais trop des symptômes de certains, tout ça. Il y a, le premier rôle, par exemple, ça c'était une chose aussi qui était importante. Je voulais pas que... Parce que je m'étais pas que j'étais fâché, c'est que j'avais parlé un peu frontalement avec un des acteurs de Pippo del Bono. J'aimais énormément le travail. Mais c'est vrai que les dernières œuvres, je voyais qui jouaient des tout petits rôles où ils mimaient des choses, tout ça, que c'était... Et en fait, c'est vrai que nous, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent et d'énergie. C'est que les premiers rôles soient portés par cette troupe. Et donc, ça veut dire que le rôle principal de ce spectacle, il souffre d'autisme un peu lourd, comme ça, il parle assez peu dans la vie, un peu comme Babouillec, mais un peu plus quand même. Et sur scène, c'est là où il se déploie, en fait. Et puis il avait le grand rôle, donc il avait beaucoup de textes. Et en plus, c'est un garçon, on m'en dit qu'il faudrait changer de texte, il le lit 1 heure avant et il peut le dire en scène. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'on peut dire un texte qu'on a appris, mais là, de l'apprendre dans le corps et de pouvoir le jouer, ça veut dire que c'était très spectaculaire. Voilà. Bon, c'est un des avantages de beaucoup d'inconvénients qu'il peut avoir de sa maladie. Mais donc Guillaume, ce qui est magnifique, c'est que c'est vrai que ce rapport à la parole, on va dire qui est de la rareté dans sa vie, devient une chose, ça fleurit au plateau, quoi, cette prise de parole. Et à diriger, c'est intéressant aussi, parce qu'il faut y aller vraiment tout doucement. On va dire que pour chaque interprète, il faut y aller différemment. Et là, c'est encore une autre question. Et c'est vrai que, voilà, même si nous, on n'en parlait pas dans la communication, tout ça, on n'a pas voulu en faire voilà, que ce soit... que les gens viennent voir des artistes en situation de handicap. C'est vrai qu'il y avait une chose où ça appelait une grande précaution du public, d'une certaine manière. Et il y a une actrice, Manon, qui est trisomique, elle, qui a une énorme une puissance comique. Et il y a beaucoup de gens qui disaient « c'est marrant que des artistes handicapés nous fassent rire ». Ça fait des questions quand même un peu incroyables, quand on se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, voilà. De toute façon, il y a eu tous les sujets de la société, la sexualité, tout ça, c'est-à-dire que c'était assez incroyable de se rendre compte de leur propre vie et de leur propre violence de la société, des questions qui pouvaient arriver dans leur monde, quoi. Et c'est vrai que voilà, cette expérience où tout d'un coup on jouait un peu de qui est qui, on voit ce Jean-Claude qui jouait l'oracle et qui est quelqu'un qui souffre de schizophrénie. Et donc ça, c'est impressionnant de voir l'oracle, celui qui entend les signes du ciel et qui est schizophrène. Donc ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que, bon, et du coup, il était très très bon dans son rôle. Et c'est vrai parce que comme il parle, voilà, il parle pendant le jeu, quand il joue pas, on lui coupe le micro et puis il parle. Et donc c'est vrai qu'il a des moments où il est avec ses voix. Et c'est vrai que c'était assez fascinant pour le public. Là, je vous donne envie de voir le spectacle, laisse tomber. Mais c'est vrai que de voir cet homme près de l'arbre, comme ça, qui se met à parler, et quand il prend la parole, comment il se met en place, en branle. Et pour le soin, c'est une petite histoire avec Jean-Claude. Il y a eu un moment où on a changé, on a fait un montage de texte, on a eu nos 10 premières qui étaient un peu cabossées. C'est pas du tout les mêmes modèles de création quand on travaille avec des troupes. Donc on va dire que nos 10-15 premières étaient un peu waouh, il y avait des grosses vagues. Et à un moment, on a changé des textes. Valérian Guillaume, qui a écrit le texte, on lui a demandé de changer des axes d'écriture qui n'allaient pas et tout ça. Donc on a eu des vertiges. Et à un moment, il y a eu des choses qui ont changé, ça l'a un peu déstabilisé. Jean-Claude, on lui a mis une oreillette. Et Lorraine, l'assistante à la mise en scène, lui soufflait les directions et son texte pour le rassurer. Et en fait, on ne l'a jamais enlevé. Et Lorraine a toujours fait ça. Parce que, en fait, ils ont découvert avec les éducateurs et les psys, c'est que ça le soulageait énormément, en fait, d'entendre une voix douce qui lui donne des choses, ça l'a beaucoup calmé, et ça prenait le dessus sur ses voix, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les schizophrènes entendent des voix violentes, rauques, avec des grosses injonctions, et donc cette jeune voix qui disait « Jean-Claude, s'il te plaît », et ça lui faisait un bien dingue, et en fait, il avait des bouffées de joie pendant le spectacle qui étaient très bouleversantes aussi. Et bon, voilà, il y a plusieurs exemples, mais c'est vrai que... Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin, on jouait qui est qui, puis après, les gens lâchaient l'affaire parce qu'ils sentaient bien que c'était pas le propos. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme je dis, il y a cette chose de magie, c'est-à-dire qu'il pose
un rapport mystérieux comme ça à l'acte théâtral, et c'est vrai que les représentations étaient assez... il se passait quelque chose, effectivement. Où l'art soigne peut-être ceux qui le font, mais soigne aussi ceux qui le regardent au fond. Oui. C'est dans cette double acception qu'il faut l'entendre. Ouais, ce qui est magnifique aussi, c'est que dans toutes les villes, on a beaucoup tourné dans toute la France, et ce qui est beau, c'est que j'avais déjà travaillé sur les écrits d'art brut avec des gens qui ont écrit dans des centres psychiatriques, Jacqueline. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois d'ouvrir des sujets comme ça, ce qui est beau, c'est qu'en fait, dans le public, moi je demande qu'il y ait beaucoup de rencontres après. Et souvent, dans le hall, il y a des gens qui disent, mais en fait, voilà, j'ai un fils trisomique. Et ils n'ont jamais eu le CNCA, ils n'ont jamais eu autant de demandes de personnes qui viennent intégrer la troupe. Et même des troupes, même à l'Oiseau-Mouche, on va dire que l'Oiseau-Mouche, c'est à Lille. Bah, c'est dans le nord, c'est pas vraiment Lille, mais... Et c'est la troupe la plus exposée, on va dire médiatiquement, on va dire d'une certaine manière. Oui, parce qu'ils ont été très pionniers dans le fait de faire jouer sur scène. Thierry Thuenlang, quand on vous écoute dans votre démarche, on se dit que votre ambition, finalement, c'est pas forcément de soigner, mais c'est prendre le risque de créer ensemble. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que vous essayez de faire? Oui, je crois. Je crois que c'est l'idée d'échanger un geste, d'échanger un mouvement, une présence, et de voir comment ça opère, comment quelque chose s'invente au présent. Que moi, en tant qu'artiste, j'ai des outils, et que ce soit du côté de la danse ou de la mise en scène, je pense qu'il y a quelque chose tu parlais du nous, il y a quelque chose entre la personne et moi, et on invente un nous commun, on invente quelque chose. Qu'est-ce qui se passe entre nous, cet espace entre le moment où on se regarde, le moment où on se touche, où tout à coup l'enfant me donne la main, où l'enfant me repousse. C'est comment à chaque fois, moi aussi, j'essaie de trouver dans mon corps, dans mes gestes, quelque chose qui répond au présent de sa proposition. Donc, il y a vraiment cet échange, j'avais juste envie de souligner aussi que j'arrive, que ce soit avec des personnes très fragiles, j'ai aussi eu cette expérience d'être avec une seule personne dans une chambre, en soins palliatifs, en service d'oncologie, ou avec un enfant autiste, dans ce duo, dans ce seul à seul, comment chercher quelque chose qui nous relie, qui nous tient debout l'un et l'autre, on s'appuie l'un l'autre, on cherche des appuis. Mais j'avais juste envie de dire aussi que un des outils que j'ai, c'est que j'ai pas peur, que je viens pas avec une peur, avec une appréhension, donc ça c'est déjà énorme quand on se retrouve face à un autre corps, de ne pas avoir peur de ce corps-là, qu'il soit virtuose, qu'il soit... il y a ce désir tout à coup d'être touché, d'être bouleversé par un autre corps qui viendrait tout à coup me donner de l'invention, me donner de l'inédit, de l'instantané, du présent pour inventer quelque chose. Il n'y a pas jamais la peur. Jamais. Zona Zarig, dans vos nombreux écrits, vous insistez sur le fait que la maladie produit un tremblement intime avec une expérience de rupture du temps et des possibilités dans la continuité même de l'existence. Et vous notez que finalement, c'est une reconfiguration totale de soi-même que l'on peut faire, que l'on doit faire quand on traverse ces épreuves. Ces épreuves donc, par les gens qui sont malades, mais on sait aussi qu'il y a les neuromiroirs et que le public est aussi dans cette projection-là. On parle de théâtre, on parle de récit, justement. Comment est-ce que le récit peut permettre à un individu de reconstituer la relation avec autrui et surtout peut-être avec lui-même? Merci pour cette question. En fait, par où commencer ou essayer de commencer à répondre. Une des notions clés qu'on utilise dans le champ, qui est le croisement interdisciplinaire entre philosophie et médecine, notamment la chaire de philosophie à l'hôpital, c'était cette idée de différencier le care et le cure.
Pour donner un exemple très simple, par exemple, vous êtes malade et les soins techniques, une chirurgie est terminée. Il est très peu probable que vous vous sentez guéri à l'instant même que la chirurgie soit terminée. Donc l'acte thérapeutique ne va pas coïncider avec la sensation d'être guéri ou au moins remis dans une continuité de vie, comme vous dites. Interroger le care à travers cette idée de est-ce qu'il est l'opposition du cure, est-ce qu'il est partie essentielle du cure ou du soin. Je dis exprès cure et care parce que ça ressemble beaucoup. Et je reviens un peu à l'interprétation de la notion du care aussi pour dire que le care insiste sur cette idée qu'il n'y a rien d'extraordinaire à la vulnérabilité, que nous sommes tous vulnérables, c'est inhérent à la condition humaine, mortelle, on sera tous d'un âge certain ou malade, et que le moins on pathologise la vulnérabilité ou qu'on la désigne particulièrement comme étant le caractère de quelqu'un d'autre, plus on sera dans le care. Et plus on sera capable de prendre soin. Le care, pourquoi il est préféré au soin? Parce que c'est aussi tout simplement un verbe. Un verbe qui dit care after, care for. On ne peut pas traduire le soin en verbe. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de la compassion parce que justement, on peut dire je compatis. Mais rien n'est moins sûr que ça se traduit en action comme le care, effectivement, lui, se traduit. Et ce qui a été démontré également par rapport à ce que vous dites, par rapport au public, au effet de mimésis, ce sont les travaux d'une neuroscientifique, Tanja Singer, au Max Planck Institute à Leipzig, qui a fait des IRM pour démontrer la différence entre l'empathie et la compassion. L'empathie était souvent interprétée comme étant à l'origine du burn-out, du fameux burn-out des soignants, et la compassion tout simplement comme étant tout le contraire. Comment ça a été démontré? Ce sont des IRM qui montrent quand on ressent comme une éponge l'émotion de l'autre, sans pouvoir la montrer, que ce soit par une simple touchée de la main ou par apporter une boisson chaude, une Kleenex, tout simplement une personne au travail qui a l'air d'être en détresse. Ce qui se déclenche sont deux parties de cerveau complètement différentes. La partie déclenchée par l'empathie non exprimée, et la partie liée au déclenchement de la cortisol, donc l'hormone du stress, et cette partie qui est faite pour fuir et combattre, comme on dit fight and flight mechanisms, et l'autre partie qui déclenchait la compassion, donc dès qu'on s'autorisait à la montrer, c'était la partie des comportements prosociaux, de la solidarité, etc. Et du coup, quelque chose qui faisait du bien. Comme on sait que, par exemple, une femme qui regarde une autre femme allaiter un enfant, elle également va produire de l'oxytocine comme la femme qui allait. Donc ce sont des choses assez intéressantes quand on essaye d'expliquer le bien que font les émotions autour du care, mais aussi tous les dangers, comme ce que vous dites Thierry, un peu en relation avec la peur. On dit souvent avec la compassion, on peut la montrer et elle peut être aussi violente, parce qu'une personne ne peut pas peut-être être prête à un moment donné de ressentir de la compassion qui se rapproche souvent de la pitié, mais il faut insister sur le fait qu'elle n'est pas de la pitié. Ou comme Olivier a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut rire quand un comédien handicapé en scène fait quelque chose de drôle. En fait, ça montre tout le problème de réduire la personne handicapée à son handicap. Ça veut dire qu'on devrait toujours porter ce regard qui est un regard de pitié envers une personne handicapée, non pas dans son intégralité d'être, qui est aussi un comédien et non seulement une personne trisomique. Ce sont tous ces travaux qui sont un peu en train de casser les disciplines, aussi de faire plus de liens entre les sphères intimes et les sphères politiques, ce que je trouve d'une importance extrême, comme à une époque était le fameux livre de Georges Canguilhem, qui était philosophe et médecin, qui est écrit sur le normal et pathologique pour dire précisément qu'il n'y a pas un être normal, il n'y a pas un être pathologique, nous sommes tous quelque part, et le fait d'en parler, de partager ces vulnérabilités, fait de nous des êtres capables de recevoir et de donner le care, plus que nous le sommes en se regardant dans des cases figées, des définitions de ce que nous sommes. Il y a la notion de récit qui est quand même très importante aussi dans le care. Hein. Vous dites aider la personne souffrante à reformuler l'histoire de sa vie altérée. Ça aussi, c'est ce qui va permettre de se ressaisir de son histoire, de retrouver, de renouer
avec soi-même, avec autrui. Et nous écoutons ces histoires. Ces histoires, elles résonnent aussi avec nos figures. Hein. Est-ce que c'est comme ça que se produit aussi cet écho ? Absolument. Je voulais dire quelque chose aussi sur la médecine narrative en parlant du récit. C'est dans ces directions d'ouvrage qui est à l'origine, en fait, elle a été inspirée par le séminaire sur les compassions au sein de la chaire de philosophie. On a eu des médecins qui sont venus nous parler de cette idée de médecine narrative et même d'une mise en place de quelque chose qui est aujourd'hui existant, pas comme, donc une université des patients, où ceux qui ont vécu une maladie chronique ou de longue date viennent partager leurs expériences avec les médecins et écrivent comme une odyssée, on appelle ça une odyssée, de leur vécu, qui est à chaque fois singulier. Donc un cancer de sein n'est pas exactement la même maladie chez chaque femme, mais très très différent. Il y en a ceux qui vont avoir besoin d'en parler longuement sur des blogs avec des autres, et il y en a celles qui ne vont pas vouloir en parler. Mais justement, comment le récit fait soin, je pense que c'est cette idée à l'origine de l'éthique du care, tout simplement, parce que l'ouvrage qui est à l'origine de l'éthique du care s'appelle Une voix différente. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, Carol Gilligan publie un nouveau livre intitulé Une voix humaine, traduit cette année en français, pour dire que l'éthique est simplement dans l'écoute. Écouter chaque voix, différencier chaque voix, être là non pas dans l'attente d'une idée de ce que la personne en face de nous va dire, mais dans une attente qui est prête à se laisser bouleverser, à intégrer ce nouveau récit, cette nouvelle voix dans quelque chose autre que des relations auxquelles on est déjà habitué. Là, vous décrivez parfaitement notre position de spectateur-spectatrice. Thierry Tchenyong, sur votre site, vous racontez votre expérience à l'hôpital d'Aviciennes, où vous y étiez en résidence artistique dans un programme culture à l'hôpital. Et vous écrivez « La maladie est une expérience qui remet profondément en question le sentiment d'identité du sujet. Celui-ci ne sait plus qui il est, ne se reconnaît plus. Il est perdu dans sa propre vie. La maladie est une rupture dans la continuité de l'expérience humaine, une perturbation de la représentation de soi et du monde. » Terme qui fait tout à fait écho à ce dont nous venons de parler. Qu'est-ce que peut faire la danse ? Comment finalement le mouvement dansé peut-il contribuer d'une certaine façon à réparer l'image de soi qui a été altérée, et permet-elle aussi à ceux qui sont différents, puisque comme vous le dites, on est tous différents, à faire que cette différence ne soit pas jugée de façon par défaut, mais au contraire que la différence de chacun puisse être reconnue. Ce projet à Avicenne, en écho à ce qu'on vient d'entendre, c'était vraiment un travail d'écoute, un travail de présence, mais un travail d'abord d'écoute. Je ne savais pas trop quoi faire dans cet hôpital. Et je me suis retrouvé à suivre une douzaine de personnes qui étaient soit en soins à l'hôpital, soit qui venaient en ambulation, qui venaient pour un traitement, pour une radiothérapie, pour une chimiothérapie. Donc dans mon agenda, j'avais leur agenda. Je savais que monsieur Untel venait le mardi, et donc on se retrouvait, je venais à chaque fois les retrouver suivant leur rendez-vous pendant leurs soins. Et je passais non pas 10 minutes avec eux, mais quelquefois 3 heures. Et pendant leur traitement, j'étais avec eux, suivant leur récit intime, leur histoire qu'ils m'avaient raconté. Je savais s'ils venaient du Portugal, s'ils venaient de Turquie. Moi, je faisais tout un travail où j'amenais comme ça des images, des musiques venant de Turquie, du Vietnam. Je montrais des vidéos de danse traditionnelle de leur pays, je montrais des choses que moi je dansais, que d'autres chorégraphes dansaient. J'amenais de la poésie, des textes. Quelquefois j'allais dans une librairie turque pour chercher un livre écrit en turc, le poète, pour qu'ils puissent me le lire. Et j'enregistrais ces moments-là où on était ensemble, où ils commentaient pendant qu'ils étaient en traitement, pendant qu'ils étaient sous chimio, par exemple. On regardait des images, on écoutait des chansons. Ils me racontaient, ils chantaient avec, on riait, on pleurait, et quelquefois je les massais en même temps, je massais une main. Et à la fin,
je choisissais comme ça dans l'enregistrement 15 à 20 minutes et je leur mettais le casque et ils se réentendaient en train de chanter, en train de dire le texte, en train de lire. Je me souviens d'un pilote qui aimait beaucoup Saint-Exupéry qui lisait voilà, Vol de nuit, comme ça, à lire dans son lit. Et pendant qu'ils s'écoutaient, je dansais, j'improvisais dans la chambre. Et voilà, moi, je n'entendais pas forcément ce qu'ils entendaient, mais je savais ce qu'on avait traversé ensemble. Et ensuite, je dansais, et ensuite, ils me parlaient de ce qu'ils avaient vu, en disant, tiens, là, vous avez sauté au moment où je disais, ils s'envolent. Et tout d'un coup, ils devenaient, au fur et à mesure, eux-mêmes des chorégraphes, en disant, oui, mais l'autre fois, c'était mieux ce que vous avez fait. Tiens, et si, voilà, il y avait comme ça cet échange. Et du coup, le soin passait très très vite. Je me souviens d'un monsieur qui me disait oh, c'est déjà fini, et son fils venait le chercher. Au bout de 3 heures, il disait oh, c'est déjà fini. Et du coup, même le traitement, même tout le rapport aux soins, le rapport même à être à l'hôpital, changeait complètement. Des fois, on partait, on allait dans le jardin faire les choses quand il faisait beau. Quelquefois, ils avaient envie de bouger, donc on allait, je faisais ça dans le couloir, donc ils écoutaient avec leur casque accrochés à leur perfusion dans le couloir, et moi je dansais au milieu du couloir, au milieu des autres. Et voilà, je réinventais avec eux ce qu'ils m'avaient donné, et je leur montrais qu'ils étaient créateurs de leur propre récit, et que dans cet endroit-là, quelque chose était en train de se partager. Il y a quelque chose aussi comme de l'ordre du dépassement de la peur. Alors évidemment, on fait le lien avec le cirque, Édouard Préchat, puisque vous avez donc pratiqué ce cirque adapté avec toutes sortes de personnes. Alors même moi qui j'ai l'impression d'être avec 2 bras, 2 jambes qui fonctionnent, j'avoue que cette mise en risque, elle nous remet aussi un peu je dirais, en écoute avec notre propre corps, hein, et dans une écoute très particulière, parce que c'est vraiment une écoute de l'instant, ne pas se casser la figure, c'est maintenant. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à travailler sur les représentations de soi, la réappropriation finalement de soi, de sa capacité d'action ? Oui, sans doute. Je dis sans doute parce que pour moi, c'est pas un objectif dans le cirque adapté. Autant l'enjeu thérapeutique, il est là, il plane. Souvent, c'est des projets en collaboration. Du coup, les soignants qui entourent ça, ils ont bien un plan d'action pour que ça devienne thérapeutique. Mais moi, non. Du coup, pour le coup, j'arrive et c'est aussi ça qui fait que ça peut l'être thérapeutique. C'est parce qu'on tente des choses qui a priori ne le sont pas tant que ça. Et après, il se passe des trucs, des fois c'est des moments d'abréaction comme ça, des choses qui se passent et qui créent enfin, des moments de joie et où la personne d'un coup reprend contact avec son corps, il se passe des choses fabuleuses. Est-ce que c'est vraiment l'action mise en place ou le contexte ou ceci ou cela, je ne saurais pas trop vraiment ce qui se fait là-dedans. Ce que je me dis, c'est plutôt, en fait, l'enjeu circassien nous permet d'oublier un petit peu les autres enjeux. Quand on marche sur un fil, par exemple la grande hauteur, souvent on ne pense qu'à ça. Et on ne pense pas à autre chose. Et on pense bien sûr à celui qui est sur le fil avec nous aussi. Et de là, il peut y avoir des conversations folles qui nous aident à tenir. Mais c'est pareil quand on a un accidenté de la route entre les bras, je ne sais pas si ça vous arrive de temps à autre, mais souvent ce qui se fait, c'est qu'on parle de la pluie, du beau temps, on ne parle pas de choses très profondes, on parle juste pour tenir l'autre en vie. Tout d'un coup, la chose elle est claire et limpide, parce qu'il faut juste qu'on tienne. Et du coup, ça simplifie bien des choses. Vous nous racontiez, Olivier Martin-Salvin, comment cette expérience avec les acteurs de la troupe Catalyse avait changé votre façon de faire. Est-ce que justement ces expériences, ça contribue à ce qu'on appelle le renouvellement des formes, c'est-à-dire ça contribue à devoir inventer esthétiquement pour rendre visibles ces corps et les faire exister ? Ah oui, ça c'est vrai que moi c'était avant de les rencontrer. Je finis souvent ce livre dans mes spectacles parce que je trouve que c'est des corps invisibilisés. Ouais, je suis plutôt un corps d'un routier moldave qu'un acteur de théâtre. L'image qu'on a, je me trompe. Voilà, c'est juste
j'insulte en rien les routiers moldaves, pardon. Mais c'est juste qu'un corps ventripotent velu, voilà, ça m'a aidé pour le Rabelais, parce que Pantagruel naît velu, donc ça marche bien. Et puis même avec Kaori, quand j'avais travaillé, je trouve que déjà, je me posais la question que c'est pas rien d'aller au théâtre et puis de voir un corps qu'on n'a pas vu, puis même quelqu'un qui a 6 poils sur les épaules fait waouh, il le vit pas très bien, ou même une femme qui a des poils qui poussent, tout ça, et de voir cette créature velue, comme ça, qui vit ça bien et qui le vit pleinement, pour moi, c'était déjà un acte fort. Voilà. Ça fait un peu des échos, ça va, c'est pas... Non. C'est nous, ça fait un petit peu... Et voilà, donc à l'origine, ça c'est vrai que je me suis toujours dit qu'il fallait mettre en valeur ces corps différents. Et c'est vrai que quand je les ai rencontrés, ils ont des corps particulièrement intéressants. Il y a Sylvain, il a des très très grands bras comme ça. Et tout de suite, on s'est dit comment les mettre en valeur. Ça, c'était tout de suite le point de départ. Et j'ai travaillé avec les plasticiens Cléda et Petit-Pierre et Corinne Petit-Pierre. On s'est dit, bon, il faut qu'on soit en moulant pour voir ces beaux corps, quoi. Donc c'est vrai que l'expérience aussi d'une physicalité de corps très différents. Tristan, qui joue le roi dans le spectacle, me ressemble beaucoup, mais il est tout petit comme moi, mais compressé, quoi, comme un César, quoi. Et du coup, il jouait mon père, et c'était beau de voir ce petit roi et son gros fils, comme ça. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été hyper intéressant, et c'est encore une chose, c'est vrai qu'on va au théâtre, et qu'on voit des corps différents, et puis même hors question du handicap, des différences physiques qui sont très grandes, ça c'est aussi se réjouir des différences corporelles. Moi je travaille beaucoup avec Pierre Guillois, et c'est vrai que là le dernier qu'on a fait, les gros patinent bien, il y a ce gros monsieur en costume 3 pièces, et puis à côté il y a cet homme maigre qui fait le factotum comme ça en maillot de bain. Et on s'est dit, c'est vrai que c'est beau de voir ce corps maigre aussi, ce filiforme comme ça. On avait envie de montrer ça au public, qu'il soit heureux de voir un corps qu'on ne voit pas souvent non plus, qui est un autre pas canon beauté, quoi. Pour poursuivre cette question, vous avez chacun apporté une réponse différente, puisque vous êtes des artistes différents. Comment est-ce que ça nourrit aussi votre créativité? Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a amené à inventer des formes différentes? Vous nous disiez que vous vous ennuyiez au départ dans votre vie de danseur, donc vous aviez envie de faire ces expériences différentes, mais c'est une autre créativité qui a pu se développer? Oui, c'est une autre créativité, c'est un autre engagement, c'est une autre poétique. Comme disait Olivier, moi quand j'ai vu Olivier sur scène plusieurs fois, j'ai toujours dit mais avec lui j'ai envie de danser, quoi. C'est voilà, il y a parce qu'il y a, comme il disait, il y a des corps comme ça qui portent des imaginaires qui vont très loin, qui sont universels, presque archaïques, et que ce soit un enfant autiste qui est tout le temps dans un mouvement répétitif, qui tout à coup va installer quelque chose d'un rythme. Je vais m'installer à côté de lui et faire le même rythme que lui, puis tout à coup ça va l'arrêter, ça va l'accélérer, on va trouver quelque chose. C'était toujours... Ça a changé ma façon de concevoir la question du récit, de dire tiens, tout corps raconte quelque chose. Et à partir des expériences avec que ce soit des détenus ou des personnes à l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait une portée politique, mais politique surtout, qui ouvrait mon imaginaire. Et que du coup, ma danse s'est agrandie. Je crois que je danse mieux. Je danse avec plus de joie, avec plus oui, plus de joie, je me sens aujourd'hui, à mon âge, encore avec le désir d'être au plateau, d'être confronté à d'autres corps, à inventer des choses. Et ça a changé mon regard sur l'histoire de l'art, sur les formes artistiques aujourd'hui, qu'elles soient du théâtre, du nouveau cirque, que de la poésie, et de chercher tout le temps à ce que ce qui renouvelle aujourd'hui notre regard, c'est les corps, c'est le mouvement des corps. C'est ça qui a changé votre regard sur l'histoire de l'art? C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se décale? Complètement, qui se décale, qui se transforme, qui tout à coup m'amène à des choses antiques, à des choses essentielles, à des choses de mes cultures, au métissage, à l'hybridation,
Vous voyez, quelque chose d'avoir envie d'être avec la nouvelle génération, des gens de 20 ans comme avec des gens de 100 ans, avec des gens d'Islande comme avec des gens de Bobigny, enfin de chercher quelque chose comment je m'approche de quelque chose qui est loin et qui me touche. Le rapport à l'altérité. L'altérité, le monde. Édouard Richard, cette question des corps fragiles, cette question de la vulnérabilité, voilà notre condition de mortel au fond. Si je vous pose la même question, comment ces expériences que vous avez menées, comment vous avez l'impression qu'elles ont nourri la démarche de l'artiste que vous êtes? Oui, là, ça nourrit vachement, mais je pense qu'on apprend au contact des gens qu'on rencontre. Donc là, de rencontrer tellement de gens qui, a priori, on n'était pas censé les rencontrer, c'est aussi ça qui est marrant. Enfin, je me dis, quand je suis en prison ou des choses comme ça, je me dis, mais tiens, c'est marrant, j'aurais pas dû être là normalement. C'est une drôle de situation où quand je suis au chevet d'une personne en fin de vie, etc., je me dis, c'est quand même des gens que j'aurais pas dû rencontrer, il n'y a rien qui aurait dû faire qu'on soit ensemble. Et du coup, c'est unique parce qu'on apprend, on découvre des trajectoires de vie, des gens, ça nous ouvre effectivement d'autres perspectives. C'est beau ce mot de vulnérabilité. Alors mon psy m'a dit la dernière fois, parce que je lui parlais de Romain, qui était un élève en situation de handicap, qui était paralysé. Il avait le corps paralysé et je l'attachais au mien de corps et du coup je faisais des acrobaties mais avec un corps double, ce qui était super comme recherche, on s'est bien amusé et là mon psy me dit mais tiens je crois que en fait Romain c'est ta propre vulnérabilité que tu as attachée à la tienne, que tu as attachée à toi pour la couvrir, pour la chérir, ou je sais plus comment il a formulé ça, mais je trouvais ça hyper beau. Aussi, il y a nécessairement, moi ça m'a rassuré sur ma pratique, sur le langage circassien, sur beaucoup de choses, mais aussi, effectivement, il y a une chose thérapeutique aussi qui pour moi m'a apporté en tant qu'humain des solutions, en fait, qui m'a présenté aussi des choses qui m'aident dans la vie de tous les jours, pas que dans la vie professionnelle. Ce que vous dites aussi, c'est que rendre visibles ces corps différents, ça fait vraiment partie de votre démarche. Ça fait partie aussi de ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire que le soin est relationnel. Donc à travers la représentation, que se passe-t-il, Zona Zarig? Alors je suis très émue par cette réponse-évocation de la psychanalyse également. Je voulais juste tout simplement dire par rapport à la visibilité, le récit et tout ça, que à mes yeux, le sens de la philosophie ainsi que de la psychanalyse, c'est précisément de changer le regard qu'on porte sur certaines choses, et en changeant ce regard, les choses qu'on regarde changent aussi, tout simplement par le changement de notre regard intérieur, qui peut venir, sans qu'on le sache, d'une position de condescendance ou d'une position de auto-victimisation ou plein d'autres choses. Donc s'interroger sur son propre regard, évidemment, est essentiel. Et dans cette idée de notre posture vis-à-vis de l'autre, de comment on va faire soin, est-ce qu'on va réussir à soigner, je pense que c'est aussi une question, je renvoie à nouveau au contexte médical. Pour tout médecin, on parlait souvent d'une relation asymétrique. Donc, est-ce que parce qu'elle est asymétrique, elle doit être hiérarchique? Un médecin est dans une position de quelqu'un qui détient un savoir dont on a besoin pour guérir, pour le cure et le care. Mais si en plus ce médecin se pose dans une situation de hiérarchie, on est très loin du soin. Si on assume dès le départ que cette position asymétrique, elle doit être travaillée dans le sens relationnel, je veux dire donc dans le sens de diminution des hiérarchies, parce qu'une vraie relation est une relation entre deux êtres sensibles et vulnérables, et non pas entre hommes, femmes, personnes racisées, minorisées, etc. Donc, cette idée de changer la morale, le regard, le paradigme, précisément par le paradigme de la relation, il commence par cela, s'interroger dans toute relation avec l'autre, où est le point de départ? Qui sommes-nous dans cette relation?
tout simplement apporter du soin à quelqu'un qui n'est pas peut-être prêt à se soigner en ce moment-là, est-ce que c'est du soin ou est-ce que ça peut être de la violence? Est-ce qu'il vaut mieux juste être à l'écoute, être présent, faire ce dont la personne a besoin et être comme suspendu dans le temps, attendant le moment où on sera peut-être prêt à amener cette personne vers quelque chose dont elle a besoin, elle ne sait pas encore le formuler. C'est vraiment toute la finesse que je ne saurais pas définir autrement que comme étant de l'art. Puisque vous parlez d'art, sur cette question quand même de la représentation, puisque vous êtes aussi beaucoup intéressé à la portée politique du Caire, rendre visible la vulnérabilité, rendre visible la différence par la représentation. Est-ce que c'est ça qui aussi peut donner une portée politique, dans le sens où le fait d'être ensemble dans une salle va faire qu'on va vivre une expérience partagée? Et par exemple, il y a certainement autant d'histoires de vie et peut-être autant de fêlures dans chacune des personnes, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui va se créer, un récit partagé, et cette expérience de spectateur va permettre à chacun de sortir de la solitude de sa souffrance. Oui, la question de la représentation, je pense qu'elle est absolument essentielle. En philosophie politique, on parle beaucoup de la différence de l'accent qu'on met sur la représentation et la redistribution. Et je veux dire juste quelques mots là-dessus pour préciser cette capacité de rendre le Caire politique à travers la représentation. Donc, une des choses par lesquelles je commence presque avec chaque nouvelle génération, chaque semestre des étudiants, c'est d'expliquer qu'il y a 3 choses socialement construites, donc qui n'existent vraiment pas, mais qui font le plus du mal, pour le dire d'une manière si banale et simple, et c'est évidemment la race, la classe et le genre. Donc la race, elle n'existe pas, biologiquement ou d'une aucune autre manière on peut démontrer une existence des races. Le genre, j'explique tout de suite la différence entre sexe et genre, et la classe, suffit de revenir à Bourdieu pour ne pas faire long, l'importance de la distinction des classes et le mal que tout cela peut faire. Et quand on parle de ça, que ce soit dans un contexte d'un cours de philosophie, psychologie, philosophie politique, ce que je veux évoquer tout de suite, c'est que quand on est en face d'une nouvelle personne, tout de suite, on a besoin, pour se rassurer, de se dire, est-ce une femme, une personne noire, une personne de telle et telle origine, tiens, un petit accent, ce qui m'arrive tout le temps en France. Vous avez un petit accent, vous venez d'où? Et d'essayer de nous dire plutôt que ce qui nous a été servi comme manière d'aborder le monde, ces constructions sociales, n'est pas la bonne approche, parce qu'en fait, avec elle, on a fait des guerres, des violences, et justement singulariser la personne par cette idée de la vulnérabilité que nous avons en commun, tous en commun. C'est la philosophie à laquelle je reviens tout le temps du Lévinas, qui dit pour pouvoir tuer, on a besoin d'une uniforme. Pour mettre à l'écart, à distance, à définir d'une manière générale et générique l'autre, et non pas le visage, parce que le visage rend impossible le meurtre. Et tout ça a été à l'origine de mes travaux pendant mes années de thèse sur la compassion. Dont là, je vais raconter peut-être une petite anecdote. Dans le département de philosophie à l'école normale, on dit souvent on travaille ce qui nous travaille. Et à l'origine de ma thèse, c'est une expérience très intime vécue dont j'ai un peu parlé avec Olivier avant le début. En fait, je viens d'un pays qui n'existe plus. J'adore le dire ainsi, c'est l'ex-Yougoslavie. J'aime pas dire la Serbie ou la Croatie parce que mes parents, ma famille vient de toutes les parties de la Yougoslavie et ce que la Yougoslavie représente pour moi n'a rien à voir avec ce que les pays ethno-nationalistes d'aujourd'hui représentent. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'étais enfant quand il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie et du jour au lendemain, on m'a dit « Tiens, tu peux plus jouer avec lui parce que lui, il est bosniaque et toi, tu es serbe. Tu peux plus jouer avec elle, elle est croate, toi, tu es serbe. » Et c'était une incompréhension absolue pour un enfant. On part en plus pendant la guerre en Afrique du Sud, année 94, donc pour contexte, Nelson Mandela qui sort du prison et devient président. Un pays qui voit officiellement la fin du apartheid, mais on sait bien que c'était tout sauf ça.
Et là, du coup, à nouveau, tu ne peux pas jouer avec elle, disent les cool girls de la classe, parce qu'elle est noire. Si tu joues avec elle, on ne joue pas avec toi. À nouveau, de l'incompréhension absolue pour un enfant. Et je pleure, je dis à ma mère, à ma tante, je veux rentrer en Yougoslavie. Elles me disent, bah, la Yougoslavie n'existe plus. Et ces questionnements, je les ai traversés comme un manque d'humanité qu'on n'explique pas à un enfant qui n'a pas encore ces notions reçues qui ne sont pas des idées avec lesquelles un enfant naît, que quelqu'un est différent parce que d'une différente nationalité, différentes quantités de mélanine dans la couleur de la peau. Comment est-ce qu'on peut revenir d'une certaine manière à la naïveté infantile quand on regarde l'autre? Pensez tout simplement à la première fois que vous promenez avec un enfant, un membre de la famille, dans la rue qui voit un SDF. Une personne sans domicile pour un enfant, c'est une violence. Nous, on s'habitue tellement. Et comment est-ce qu'on peut revenir vers ces représentations innocentes de l'être humain qui ne soient pas vues et perçues en permanence, même quand on veut faire du bien? Quand on veut se poser la question, a-t-on le droit de rire à une comédienne trisomique? Donc, même dans les situations du plus grand soin, en fait, on est toujours dans ces mêmes cases et la difficulté d'en sortir, bon, c'est pas pour demain. Est-ce que, à travers la représentation, en tant que spectateur, quand on voit d'autres qui peuvent vivre des souffrances, des corps différents, etc., et qui a cette expérience partagée, c'est-à-dire qu'on sort de sa condition solitaire à vivre ce qu'on vit, comme disait Lévinas, on peut tout partager sauf l'exister. Est-ce que justement cette expérience à la fois individuelle et collective permet de redonner une puissance d'agir, puisqu'on se dit, mais finalement, celui qui est sur scène, il agit, et pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne pourrais pas aussi agir? Est-ce que ça... Il y a quelque chose qui se déroule comme ça? Oui, pensez tout simplement au mouvement MeToo ou ce qui se passe actuellement en France en soutien de Giuseppe Pellico. Donc une femme qui vit un abus sexuel au travail à l'époque où on n'a même pas la définition, se sent absolument seule, pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment mal chez elle, qu'elle a un problème qu'elle ne peut pas partager ou dans le meilleur des cas qu'elle le partage et que ce soit une expérience interrelationnelle, mais avoir une expérience collective, un écho de sa propre souffrance dans tant d'autres personnes, ça ne peut être qu'absolument thérapeutique. Ou tout simplement penser au nombre de fois où vous avez vu un film ou une pièce de théâtre qui vous a fait soin, qui vous a permis de regarder, comme j'ai dit tout à l'heure à nouveau, un problème, un vécu d'une manière différente, ou de se dire tout simplement, tiens, je ne suis pas seule à vivre ça, il y en a d'autres qui le vivent. C'est le rôle absolument essentiel des arts et également des démarches politiques comme des mouvements que j'ai évoqués. Et il y en a plein d'autres. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, je pense aussi, comme disait Olivier aussi, par rapport à... Il dit « je suis poilu et gros ». Vous dites « voilà, je ne suis ni... je ne suis plus yougoslave ». Je pense que nous aussi, en tant qu'artistes, à un moment donné, on se sent, enfin moi, en tant que métisse, à un moment donné, cette chose où on nous a mis comme ça, on nous a regardés, enfants, adolescents, comme différents. Qu'est-ce qu'on en a fait quand tout à coup on est devenus des artistes, quand on a commencé à prendre la parole, quand on nous a écoutés en disant ah voilà, vous êtes intéressant, vous pouvez faire quelque chose. Quand j'ai eu mon premier article, quand on m'a applaudi. Voilà, tout à coup aussi, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Et je pense que si à un moment donné, dans ma démarche, j'ai aussi eu envie de reconnaître ça, réconcilier quelque chose, me consoler de ça, c'est parce que je pense aussi qu'on a été aussi, comme tout un chacun ici, à un moment donné, on a été regardé autrement, et on n'a pas compris ce qui se passait. Et cette différence-là, on a la chance dans notre métier d'en faire du théâtre, d'en faire des récits, des acteurs, vous pouvez mourir et renaître le lendemain, voilà, il y a être quelqu'un d'autre. Et j'ai senti que le processus artistique que je pouvais mener, que je pouvais découvrir avec le parcours des uns et des autres, me permettait de consoler quelque chose en moi et du coup de consoler quelque chose au monde et de le chercher non pas de façon
thérapeutique, puisque je dis toujours, je n'aurai pas rien, je ne guéris pas. Quand je reste 3 heures avec une personne, je ne la guéris pas, mais je reste 3 heures avec elle. On est ensemble. Et je sais que quelque chose voilà, je pense que dans la représentation, quelque chose s'est passé. On regarde autrement, on écoute autrement, on bouge autrement. Et je pense que c'est vraiment à partir de cette fêlure, de cette vulnérabilité, que se constitue une force et une humanité nouvelle à partager. On pourrait presque parler de beauté renouvelée, c'est-à-dire que vous ne soignez pas, vous prenez le risque de créer ensemble à partir de cette vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle devient l'endroit d'une puissance renouvelée, mais aussi l'endroit d'une beauté partagée, parce que la beauté n'est pas un absolu, elle est aussi dans ce partage sensible. Oui, dans le partage du sensible, dans le partage de l'éphémère. Je sais que dans tous ces projets que j'ai pu mener, je leur dis aussi à tous, on va faire quelque chose ensemble. Donc je ne viens pas simplement faire un atelier, je ne viens pas simplement avec ma blouse blanche danser dans votre chambre, on va fabriquer quelque chose. Donc il y a toujours un projet aussi de création, de co-création, que ça peut être un documentaire, comme j'ai pu le vivre avec la jeune fille de 90 ans dans ce service de gériatrie, comme l'hôpital Avicenne, où à un moment donné, j'avais envie d'utiliser justement toutes ces paroles et les transmettre à une jeune génération, à des jeunes danseurs, des jeunes acteurs, en disant oh, écoutez ce qu'on vient de... Et faisons quelque chose. Il y a eu le Covid et j'ai écrit un texte, j'ai écrit un livre à partir de cette expérience. Et donc l'idée, c'était vraiment aussi qu'à chaque fois de leur donner le livre à la fin, de regarder le film ensemble. Donc il y avait quelque chose aussi qu'on partageait avec le public de dehors, mais aussi avec ce qu'on avait vécu ensemble, pour dire il y a une trace, il y a un objet, il y a quelque chose qu'on a fait ensemble. C'est un peu aussi ce que vous nous racontez, Olivier Martin-Salvant, quand vous travaillez avec les acteurs de la troupe Catalyse, puisque finalement il ne s'agit pas de soigner, de réparer, etc., mais de saisir quelle est la singularité de chacun pour en faire le vecteur d'une expression qui va pouvoir se partager avec le public, et puis leur permettre aussi à eux de retrouver une puissance d'agir, et ce faisant peut-être à nous, public, retrouver aussi une capacité de se dire « Ah, ben moi aussi je peux faire quelque chose ». Oui, c'est intéressant. C'est une question qu'on s'en était un peu parlé au téléphone aussi. Une des choses que j'essaye beaucoup de travailler aussi avec le Centre national de la création adaptée, c'est qu'eux-mêmes deviennent des créateurs, la troupe Catalyse. C'est parce que c'est vrai que pour l'instant, ils sont au service d'eux, on leur donne des aventures, ils font les interprètes. Et c'est un peu comme dans nos écoles nationales, comme au TNB, qui est une très bonne formation, mais souvent, en 3 ans, on est embarqué, et puis voilà, on joue, puis on sort. Et qu'est-ce que c'est de créer un projet, de le développer soi-même, d'être un artiste créateur. Et ça, c'est quelque chose j'ai beaucoup de dialogue avec le Centre national pour que des artistes en situation de handicap soient des chorégraphes, des metteurs en scène, des auteurs-autrices, pour qu'on entende aussi leurs paroles. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer, que je trouve qui est très important. Et en plus, ça va leur permettre, c'est toujours intéressant pour nous de monter un projet et après de jouer on est meilleur interprète quand on joue chez les autres, quand on a développé son propre travail. Et donc ça, c'est même pas un rapport à la professionnalisation, mais c'est à leurs paroles, leur imaginaire qui manque, moi je trouve, dans le débat public et même dans le monde artistique. Et je voulais reparler aussi parce que, en fait, nous, on a joué en une saison, c'est pas mal pour un spectacle inclusif à 18, tout ça. On a joué près de 70 dates. Et ce qui était important, c'est aussi, moi je trouve, c'est une de mes batailles aussi, c'est d'ouvrir le public au plus grand nombre. Parce que moi qui a arrêté l'école assez jeune, qui devait faire les travaux publics et tout d'un coup le théâtre a apparu, et d'avoir été à l'école fin du collège, c'était quelque chose d'un peu... J'étais persuadé d'être un abruti, tout ça, donc ça, c'était un truc acté. Et petit à petit, grâce au théâtre, j'ai découvert des choses incroyables, quoi. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a si peu de gens dans notre société qui savent que ça existe. C'est-à-dire que là, je pars pas mal à l'étranger et je me rends compte du tissu. Bon, c'est pas pour s'envoyer des fleurs, mais c'est vrai qu'il faut le préserver. C'est ce tissu, le monde du service public, c'est incroyable. Quand on va en Angleterre, même, c'est pas si loin, la destruction le capitalisme et puis c'est le privé.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens, que je reviens en France, je suis toujours marqué par voilà, ce système en France qui est assez extraordinaire. Et de se dire, bon, il est vraiment fragilisé là. Et je me dis comment aujourd'hui essayer que, même si quelqu'un même si quelqu'un s'y intéresse pas, mais au moins qu'il revienne reprendre sa part d'impôt, je sais pas, c'est 25 € qu'il met par an ou 150 ou 2000, mais qu'il vienne au théâtre, qu'on lui donne son enveloppe. Voilà, si ça t'intéresse pas, je veux bien te redonner l'enveloppe, mais juste viens voir ce qui se passe, viens voir un spectacle et viens dialoguer avec les artistes. Donc c'est intéressant parce que c'est comment on peut toucher. Par exemple, nous, les Gros Patines Bien, c'est un succès énorme. On joue des fois un mois dans des villes. Là, on a joué 3 semaines à Valenciennes et il y a eu 4000 néo-arrivants de spectateurs. Donc d'un coup, c'est énorme, mais ça a touché 5,3% de la population. Donc, bien sûr, il y a des spectacles comme ça qui peuvent créer ça, mais comment nous irriguer le territoire? Comment, par exemple, ce que Thierry et dis-moi ton prénom, Édouard, ce qu'ils font individuellement, par exemple, le Rabelais, il allait lire au roi ou même à la cour ou à des gens. Il lisait toute son œuvre à une personne. C'est beau de se dire que comme c'est des œuvres pharaoniques, hein, comme ça, et, se dire que, par exemple, moi, quand j'ai été artiste associé à Brest, c'est pas que je harcelais, mais je parlais à tous les artistes qui venaient accueillis. Je leur dis, mais vous faites qu'un bord plateau, mais là, vous êtes 12. Il faudrait passer, bon, vous jouez le soir, mais aller faire au moins 6 ateliers, aller voir un EHPAD, Et je me dis, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est une chose, s'il y a des artistes ou des jeunes artistes ou des dirigeants, tout ça, c'est que moi, je pense que pour sauver notre système miraculeux, il faut irriguer partout la culture et que voilà. Et quand je dis ça, je reviens sur la question du péplum. Ce qui était beau, c'est que notre affaire là, on avait beaucoup travaillé et on le jouait. Et il y a des gens qui venaient, qui s'attendaient pas à avoir des questions sociétales sur la question du handicap ou la question des corps. Mais on avait des débats avec des gens, avec des scolaires, mais ça leur retournait le cerveau. Et je me dis, mais c'est-à-dire que c'est pas des. Bon, bien sûr, il y a une fuite là, et puis nous, avec nos gouttes, on essaye de calmer la fuite. Mais c'est cette utopie là, en fait. Et je me dis. Mais spectatrices, spectateurs, tout, en fait, comment aujourd'hui, comment irriguer au maximum la culture? Parce que moi qui ai vécu sans culture, je me suis dit, quel sens ça a la vie, en fait? Et bon, là, je dis une énormité, on croirait un truc Picsou Magazine, mais ce que je veux dire, c'est que il faut absolument, de toutes nos forces, essayer de faire individuellement et collectivement ouvrir au maximum, et au moins que les gens savent que ça existe, qu'il y ait ça, quoi. Bon, voilà, je suis un peu militant. Mais vous êtes l'utopie incarnée parce que vous avez failli aller dans les travaux publics avec un physique de chauffeur moldave et finalement vous finissez par nous dire du Rabelais. C'est quand même génial. Non, mais j'étais même à Oxford parler de Rabelais et à un moment j'ai dit aux gens, je dis bon voilà, excusez-moi en fait. Alors ils me disaient oui, vous êtes chevalier des arts et des lettres. Je fais oui, mais j'ai arrêté l'école en 3e. Et là ils étaient là, ils étaient catastrophés. Je dis non mais c'est bien, j'ai un plaisir infini à l'autodidactie maintenant. C'est-à-dire que je découvre des choses, je les apprends par cœur, comme j'ai expliqué, et puis je découvre des œuvres que je découvre moi-même comme si elles n'avaient pas existé. Et ça c'est un des miracles. Maintenant je sais que je l'ai payé comme une certaine manière la fragilité d'être persuadé. Voilà, d'être quelqu'un qui ne compte pas. Et puis maintenant, de ma manière de dire, allez irriguer la culture, non, mais c'est chacun essaye. J'ai juste cité Rabelais qui dit, pour le truc du soin, qui est très important, il disait, le texte a bientôt 500 ans, c'est un texte de 1532. À un moment, il dit, sois serviable à tous tes prochains et les aime comme toi-même. Fuis les compagnies des gens à qui tu ne veux pas ressembler. Et quand tu auras le savoir de par-delà acquis, retourne vers moi, mon fils, afin que je te voie, et donne ma bénédiction avant de mourir. C'est beau ça, hein, ça fait du bien. Hein. C'est beau, ça fait du bien. Ça aurait fait une merveilleuse conclusion, mais justement, on va encore continuer parce que vous avez parlé effectivement de cette logique marchande. On sait que le soin, c'est aussi une logique marchande. Il y a un marché du soin chez les seniors, il y a même des scandales dans les EHPAD, il y a un marché du soin chez les enfants. Et on a le sentiment, en tout cas, que dans l'acception du care tel que vous le décrivez, les uns les autres, et en particulier la façon dont vous en parlez dans vos ouvrages et vos écrits, Zona Zarik, il y a dans le care une sorte de poche de résistance à cette logique capitaliste et que, pour reprendre les termes d'Olivier Martin-Salvante, c'est qu'on a besoin de ces endroits de résistance, même si on sait qu'il y a beaucoup de fuites. Mettre des petits sparadraps, on en a quand même besoin. Mais est-ce que justement le care, c'est cet endroit de résistance-là ? Oui, absolument. Je pense que le care est révolutionnaire. Il met l'action, il rend visible ce qui a été pendant de longues années rendu invisible.
Un exemple que je donne souvent, si on regarde ce qu'on valorise dans nos sociétés capitalistes, marchandes, néolibérales, c'est l'homme d'affaires, souvent un homme blanc dans un corps capable. Et lui, on le valorise comme étant la personne indépendante, autonome, qu'on devrait être comme ça, sauf que rien n'est moins sûr, parce que pour qu'il soit ainsi, il y a une secrétaire qui prend ses billets d'avion, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, de personnes âgées, de son chez-soi. Donc, toutes les sphères invisibilisées sont en fait, ce qu'on parlait pendant le Covid, en fait, c'était les sphères essentielles de vie. On a cru peut-être à un moment que le Covid allait être ce moment de déclenchement, de changement des consciences, mais on voit malheureusement qu'au contraire, on est en train d'affaiblir encore plus les services publics. Et quand on parle de la manière de valoriser ce genre de représentation, donc on met au centre de nos représentations un tel personnage, une telle personne, et dans la périphérie, ce sont les personnes qui font soin. Donc tout ce qui est care, qui est essentiel pour que ce monde existe, pour que cet individu continue à exister tel quel, est rendu complètement invisible. Je pourrais vous citer énormément d'ouvrages récents que je trouve absolument pertinents pour décrire. Je vais choisir par exemple deux. Une philosophe américaine, Nancy Fraser, a publié son dernier livre intitulé Cannibal Capitalism, le capitalisme cannibale. Et la couverture de livre est tout simplement un serpent qui est en train de manger sa propre queue, pour dire que le capitalisme, il fait pareil. Il détruit tous les systèmes dont il dépend. Par exemple, il suffit de penser à l'environnement ou au travail du care précisément. Elle insiste sur cette idée que, au lieu de parler du domestic work, en français c'est le même mot, domestiquer, ou les domestiques, le mot horrible qui est malheureusement même encore parfois utilisé, elle insiste, en anglais, il y a différence entre domestic and domesticated. Et le mot domesticated voudrait dire ceux à qui on a appris d'être ainsi, appris à être servile, à l'écoute, et pour montrer qu'en fait, ce sont précisément ces sphères de vie qui ne sont pas rémunérées ou sont très peu rémunérées et qui permettent l'existence de nous tous. Donc le travail du care qui est souvent relégué à la sphère privée, qui est fait par des personnes en situation de peut-être sans papier, migration, racisée, les femmes le plus souvent toujours quand même, il faut le dire, et le travail qui nous soutient tous, sans lequel la survivance des êtres humains et de la planète ne serait pas possible. Et pourtant, on prend dans ce travail de reproduction comme s'il allait se ressourcer tout seul. On ne donne pas ni le temps ni les moyens du ressourcement, pareil pour la Terre. Et il y a maintenant en place aux États-Unis, déjà dans l'Amérique du Sud, dans 2 pays, la loi, le droit au care, qui, une fois institutionnalisé ou même mis dans la Constitution, permettra une différente valorisation de ces métiers, non seulement par la rémunération, tout simplement pour le dire, parce que c'est absolument essentiel. Si vous vous souvenez, pendant le Covid, on était sur nos balcons à 20h pour applaudir les soignants, donc c'est une forme de reconnaissance. Mais quand Air France ou d'autres compagnies ont failli faire faillite, on a tout de suite donné de l'argent. Donc la différence, pourquoi on ne peut pas les applaudir aussi au balcon? Ça a très bien marché pour les soignants. Donc on voit tout de suite la question de qu'est-ce qui est vraiment valorisé par la représentation, par les applaudissements, ou par vraiment la redistribution de l'argent, par s'arranger, faire en sorte que quelque chose continue. Et vos expériences montrent que là aussi, vous sortez d'une certaine logique marchande du spectacle. Est-ce que vous avez l'impression que par finalement la bienveillance, l'attention, le partage d'expériences, le créer ensemble, ça peut créer des poches de résistance par rapport à un environnement rouleau compresseur qui a ces logiques marchandes et qui tendent à assujettir l'humain aussi et à ne juger de la valeur de l'humain qu'à l'aune de sa valeur marchande. Je crois que
Oui. Je disais que, oui, ce que disait Olivier, on est, dans notre pays, on a de la chance d'avoir encore des structures, des structures, des protocoles qui nous permettent de travailler. Tous les projets que je mène sont aidés. C'est des dispositifs qui sont faits avec le ministère de la Culture, avec le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, avec des lieux, des théâtres. Voilà, tous les projets. Il y a des projets que j'ai menés, par exemple, dans la prison des Baumettes. Les détenus qui faisaient l'atelier avec moi pendant 1 an étaient rémunérés pour venir à la place d'aller faire la cuisine, la vaisselle ou un autre travail, venaient pour expérimenter un travail sur le corps. Et ils avaient signé un contrat. Enfin voilà, voilà, je cherche moi aussi à chaque fois de réinventer un vrai contrat humain, social, pour que quelque chose se passe. Et j'arrive avec un projet qui est porté. Je ne suis pas le seul à le porter, justement, pour que cette chose-là soit plus visible, plus tenue. Et quand disait aussi Olivier sur la question de s'infiltrer aussi à des endroits différents pour pouvoir donner cette parole, parce que souvent on me dit comment tu transmets, est-ce qu'il y a des gens qui vont le faire à ta place, voilà, l'idée c'est aussi de continuer à partager cette expérience, j'ai envie de la partager aussi avec d'autres personnes. J'ai pas de recette, j'ai pas de façon de faire, mais de pouvoir aussi intégrer le personnel soignant, le personnel pénitentiaire, des jeunes acteurs, des jeunes musiciens à venir partager cette expérience pour que je ne sois d'abord pas seul, mais qu'on puisse partager aussi avec d'autres endroits. Juste pour cette irrigation dont parlait un peu Olivier, donc je commence aujourd'hui un atelier avec 10 jeunes acteurs que je ne connais pas, je les ai rencontrés juste une fois. Et on commence aujourd'hui puisqu'ils sont dans la salle. Donc ils ne me connaissent pas, on n'a encore rien fait ensemble. Ils sont là, et ils sont assis à côté de vous. Et à la fin, ils vont vous dire à l'oreille une expérience que j'ai menée. J'aurais juste donné un texte en disant, vous allez le dire à quelqu'un dans la salle. Voilà, sur l'expérience que j'ai faite à l'hôpital Avicenne. Et vous allez parler de monsieur Untel, de madame Untel. Voilà, qui ne connaissent pas, mais je me dis, il y a quelque chose à transmettre, et à transmettre aussi dans une représentation, dans un partage, dans l'idée. Donc voilà, donc tout à l'heure, voilà, ils sont là, ils vont lever la main, comme ça vous allez les croiser, ils sont là, levez la main, voilà, ils sont là, et voilà, et ils ont des choses à vous raconter. Voilà, je ne sais pas, mais l'idée c'était aussi de raconter il n'y a pas que ma parole, il y a déjà une autre parole qui va voilà. Et ça se fait aussi parce que je suis aidé pour que ça puisse se faire. Et puis c'est une belle image de chaîne de solidarité, de chaîne de transmission. Et c'est par cette solidarité, cette transmission, ce chaînage, en fait, peut-être que nous pourrons avoir une force collective. Merci beaucoup pour vos interventions. On a beaucoup parlé, on a abordé pas mal de sujets, mais on n'a sans doute pas évoqué toutes les questions que pose cette thématique de la création artistique et du care. Quand la création artistique prend soin d'autrui, on pourrait presque ajouter prend soin aussi du vivant dans son acception plus générale. Et donc maintenant, c'est un temps d'échange avec vous. Vous avez un micro. Oui, merci pour cet échange très très intéressant. Bravo à Olivier pour le spectacle. Les gros patinent bien. Effectivement, j'aurais dû vous reconnaître tout de suite. Bon, je suis un peu prosopagnosique. Bref. Je voulais vous demander si votre troupe à Morlaix joue les pièces du répertoire ou est-ce qu'elle joue seulement des textes écrits pour la circonstance. Ça, c'est ma première question. Oui, alors ils ont fait pendant plusieurs années, ils ont joué des textes qui ont été adaptés de romans pour l'instant, là, ça fait 3 créations qui font que c'est des auteurs et des autrices qui viennent écrire pour eux. C'est ce que je trouve intéressant aussi.
Là, Valérian, il a vraiment écrit sur mesure pour nous 18. Valérian Guillaume. Et avant, ils ont travaillé sur un Kafka. Ils ont adapté avec Madeleine Loarn une œuvre de Kafka, je ne sais plus. Ils ont adapté plusieurs textes. Comment ? L'Amérique, c'est ça. Et donc, voilà, il y a des thèmes souvent avec leurs propres écrits aussi, d'une certaine manière. On leur demande d'écrire certains textes qu'ils intègrent dans une œuvre en collaboration avec Kafka. Merci. Merci Henri. Et je crois qu'ils ont envie maintenant, là, il y a une envie de travailler sur Molière aussi. Ils ont envie qu'ils travaillent sur le répertoire, vous avez raison, et ça, je trouve ça intéressant. C'est toujours intéressant de travailler sur leur propre écriture, sur de l'écriture contemporaine pour eux, et qui jouent le répertoire pour voir qu'on voit la puissance d'interprètes qui sont. Ouais. Et ma deuxième question s'adresserait à toutes les personnes à la tribune. Quelle part faites-vous dans le spectacle et le Caire, à l'improvisation, à la notion d'improvisation ? Moi, je parle tout le temps d'improvisation, je parle tout le temps du mouvement de l'autre. Je ne viens pas donner en premier ma danse, mais je vais regarder comment l'autre bouge, comment je vais inventer des situations où le corps de l'autre va être le premier déclencheur. Donc je travaille beaucoup en improvisation, quitte après à composer, à écrire, mais je pars uniquement de ce qu'on me donne, une espèce de contrat un peu comme les Indiens, un potelage comme ça, ou de don contre don. Mais ça part tout le temps de l'improvisation. Oui. C'est exactement pareil. En tout cas, quand on travaille sur la relation, de toute façon, on attend après l'autre ce qui nous apporte. Dans le repos du guerrier, il y a le spectacle que j'ai monté par ailleurs. Je vous spoil un chouïa, mais ça va, je vous dis pas tout l'objet non plus, mais il y a un pas de deux qui se fait avec un spectateur tiré au hasard. C'est une personne vient sur scène et ne le sait pas, mais va y rester 30 minutes sur 1 heure de spectacle. Donc c'est quand même assez énorme. Et il y a une chose. Et en plus, elle risque de se prendre des coups de couteau. Enfin, bon, voilà. Là, pour le coup, tu vas trop loin dans le spoil. Mais effectivement, il y a le pari, c'est de se dire, on va essayer de monter un duo. Un duo de cirque, mais où est-ce que ça va nous emmener ? Et ça dépend que de la personne. C'est ça que ça démontre. Et du coup, c'est que de l'improvisation, évidemment. C'est ce qui donne aussi cet être-là très puissant. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de présence qui est absolument incroyable parce que c'est en train de s'inventer ensemble sous nos yeux. Non, mais c'est intéressant. Moi, par exemple, l'improvisation avec la troupe Cathalie, c'était une question, parce que c'est un peu comme avec les écrits d'art brut. Il y a une chose où c'était assez... en fait, la différence entre des écrits, même l'art brut, on va dire en général, la différence entre, s'il y avait une définition, c'est des gens qui sont indemnes de culture, on va dire de culture savante. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est pour les écrits d'art brut. Et avec Catalyse, même s'ils ont vu des spectacles, tout ça, ils sont assez indemnes et du coup, ils ont un imaginaire qui est très inattendu et très puissant. Et ça, c'est vrai que quand on joue avec eux, nous, on a des petits repères, on a des petits tips, comme on dit. Tout d'un coup, on part vraiment dans le vide, quoi. Le vertige, le fil de ferriste est à 500 mètres de haut. Et donc ça, c'est intéressant de travailler avec ces artistes-là aussi, qui ont un rapport à leur imaginaire très, très inattendu. Et très brillant, même souvent très intello aussi, d'une certaine manière. Boum, ça nous refait repartir sur un truc très... leur rapport à la rupture dans les improvisations nous a souvent beaucoup déstabilisés, oui. Dans l'art relationnel, justement, tel que vous le définissez, sur un grand pan du Caire, qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que cette question ne m'a jamais été posée, donc je vous remercie. L'improvisation pour les profs de philo. Mais en réfléchissant, je me suis dit, je l'ai appris avec mes étudiants américains, en fait, parce que j'ai enseigné dans différents contextes à l'université française. Je me suis habituée, comme en Yougoslavie, à un cours ex-cathédrale classique. Le prof vient, donne le cours et la personne qui pose une question, c'est la personne qui veut impressionner ses camarades et non pas la personne qui veut vraiment comprendre mieux ou savoir plus sur un sujet. Et je me retrouve depuis maintenant, je crois, 3 ans à l'université américaine avec une classe qui n'a rien à voir, où tous les 2 secondes, je suis interrompue sans que personne lève la main. Est-ce que vous pouvez revenir 2 slides en arrière ? J'ai pas compris ça. Ou qu'on exprime son avis tout le temps.
Et ça m'a permis complètement de changer la manière dont j'enseigne. Je ne reviendrai jamais en arrière, ça c'est sûr. Et même quand je reviens à l'école normale pour enseigner, je dis à un amphithéâtre plein, je dis parlez à tout moment. N'attendez pas que je vous voie, ne levez pas la main, parlez. Et je n'ai plus du tout les mêmes préparations de cours et je préfère largement. C'est ce que j'ai fait avec vous alors en fait. Alors justement, parlez quand vous voulez. Il y a encore du temps pour quelques questions. Bonjour, d'abord je vous remercie tous pour et la SACD Arsena d'organiser cette rencontre vraiment passionnante. Moi j'ai pas de questions, je voudrais juste partager cette histoire d'improvisation sur scène. J'ai une troupe handi-valide depuis des années et on monte des spectacles. Et effectivement, j'ai un des comédiens par exemple qui a des problèmes de mémoire, ce qui fait que très régulièrement on part en impro où il a des bugs, enfin bref, on se retrouve comme vous dites sur le fil du rasoir. Et en fait, le fait qu'on se sente en sécurité, c'est qu'on a énormément travaillé la relation entre... On a un filet de sécurité entre les comédiens. Il y a une confiance telle que tout peut arriver et tout est prétexte à nouvelle invention, à ouvrir des possibles. Et ce n'est pas une chute vertigineuse, c'est au contraire un champ de liberté énorme. Et ça, c'est eux qui, au fur et à mesure des années, l'ont bâti, construit, tissé. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ils participent à ce tissage. Et c'est passionnant et on y va. Et il y a cette liberté de la scène où ils ont laissé le handicap dans le vestiaire. Et quand ils arrivent sur scène, c'est l'espace de liberté. Et je pense que cet espace de liberté, c'est ça qui fait soin. Alors, on n'est pas dans une démarche thérapeutique, mais ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Ça fait penser à quelqu'un qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, c'est Emmanuel Levinas qui disait que l'éthique est un lieu de non-repos. Donc au lieu d'être assis sûr de ce qu'on va voir, d'écouter, de se préparer, on est dans un non-repos où on doit et on peut être tout le temps perturbé. Et ce qui rappelle aussi l'éthique du care, c'est-à-dire l'attention du geste. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire le geste, c'est l'intention aussi qui va porter le geste, qui compte tout autant que les gestes. Ce que vous expliquiez avec l'attitude du soignant, hiérarchique, pas hiérarchique. Mais cette confiance-là, elle change tout dans la réception. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'était de parler de l'intention. Et la générosité qui émane de cet échange est vraiment bouleversante. Et je voulais parler effectivement dans l'improvisation, même quand un spectacle est conçu, la disponibilité dans laquelle vous êtes accueille le spectateur. Et par exemple, de vous voir réagir à une ampoule qui claque avec les gros patines au festival d'automne, au nom d'été, permet au spectateur d'avoir sa place. Lui aussi, il est possiblement intervenant. Et donc, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est en accord. Il y a quelque chose d'une écoute vraiment de ceux qui sont sur scène, qui écoutent le spectateur. Et en soi, c'est déjà très, très soignant. Mais ça demande une intention que vous partagez tous, mais qui est cette intention d'accueil et de soin, qui donc se trouve aussi bien dans un spectacle bien fini que dans une improvisation qui se construit. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'imagination, hein, puisque c'est ce que vous nous dites, la vraie compassion suppose en fait de se mettre imaginairement à la place de l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cette mimésis ou catharsis, parce que ça participe quelque part du même geste. Hein. Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai insisté sur la compassion plutôt que sur l'empathie, pour dire que la compassion, il y a quelque chose de politique dans le sens où on peut la nourrir et la travailler encore et aujourd'hui pour tout le monde, pour les adultes, déjà pour les personnes entre guillemets déjà faites, et que l'empathie, elle dépend on peut revenir aux travaux de Winnicott sur une mère ou un parent suffisamment bon. Donc, on a démontré que l'empathie, si elle ne se développe pas de 8 mois à 2 ans, de l'empathie globale à l'empathie égoïste,
il y a des problèmes dans les troubles de comportement ou même pire, des personnalités violentes ou qui vont commettre certains actes violents. Donc si l'empathie dépend de chances qu'on a eues ou pas d'une famille qu'on n'a pas choisie, la compassion, elle, peut se nourrir à travers l'imaginaire, à travers ce qu'une société peut faire et valoriser à travers les arts, le film, les séries, tout simplement, qui nous permettent chaque fois de singulariser de plus en plus une personne en face de nous. Et c'est pour ça que je pense que le travail de l'imagination est absolument essentiel pour la compassion. Et l'art, c'est l'exercice de l'imaginaire. Il y avait une question ? Oui, c'est plus sur la mise en pratique. Pour contextualiser, moi je travaille sur des ateliers pour les femmes en situation de handicap victimes de violences. Et la mise en place des ateliers, quand je me suis adressée aux directeurs et directrices, c'est la prise de risque. C'est très bien de vouloir faire des ateliers, mais si elles décompensent, si elles commencent à parler, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez réagi aux prises de risque, au fait qu'ouvrir la parole peut être un risque. J'essaye d'infiltrer l'idée que c'est peut-être nécessaire, hein, et que l'atelier est peut-être justement le lieu où on peut prendre ces risques-là. Alors en plus, quand vous parlez de couteau, c'est génial. Là, ou quand vous dites que vous allez faire monter 7 personnes sur scène, quand je dis à une directrice, déjà, on va mettre 2 personnes en situation de handicap dans la même pièce, ils sont tout fous en mode « va falloir prévenir le psy, va falloir prévenir les familles, va falloir demander 3 infirmiers en plus ». Du coup, comment vous avez fait face à ces prises de risques ? Je ne sais pas qui peut répondre, parce que c'est un peu inhérent effectivement à l'apprivoisement de la peur dont vous avez tous parlé. Oui. La confiance, elle se joue aussi à ce niveau-là, je crois. Il faut que la personne qui sollicite ces ateliers, l'institution ou le groupe qui sollicite fasse confiance aussi. Et ça, c'est peut-être le plus difficile au final. C'est peut-être à cet endroit-là où ça peut être un travail vraiment du temps long. Après, je te dirais quand même, il y a une chose sur la parole où moi, j'ai pu me faire dépasser en atelier, en centre de détention, courte peine, où l'atelier libérait complètement la parole, si bien que les gens parlaient des raisons pour lesquelles ils étaient là, en prison. Et ça a mis quelque chose en place entre les détenus qui n'était pas terrible. Et moi, j'avais perdu le contrôle aussi sur cette prise de parole, parce qu'à ouvrir la parole, des fois, on s'éloigne aussi, on s'écarte un peu trop de ce qu'on fait là aussi. Donc il y a aussi un truc où il faut quand même y aller. Finalement, quand je te dis c'est un travail du temps long, d'atteindre une confiance et tout, c'est quand même un truc pas mal aussi de prendre son temps et d'y aller avec parcimonie, parce que mine de rien, on joue avec des enjeux qui sont forts, des enjeux humains qui sont forts. Là, en plus, avec des femmes victimes de violences, j'ai jamais travaillé dans ce contexte-là, mais j'imagine qu'il y a des choses très fortes aussi, et c'est vraiment... faut y aller avec douceur là-dedans, et aussi avec du temps, je pense. Ça t'aide pas du tout, ce que je te dis. Thierry, parce que vous avez aussi une vaste expérience. Oui. Moi, je sais que mon médium, que le mouvement est une sécurité, quand même, un sas où on va chercher, les hommes en prison. Tout à coup, ils n'avaient pas forcément envie de parler. Certains ne savaient pas bien parler le français. On cherchait dans les corps, on mettait de la musique, on utilisait un objet, 3 chaises, une table, on devait bouger, improviser autour de ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'explique vraiment aussi à toutes les équipes encadrantes aussi comment j'ai envie de travailler, que je vais changer aussi avec eux mon temps. C'est-à-dire que souvent on me dit, tu viens les mardis de 14h à 15h, ce serait bien. Et j'ai dit, non, je ne peux pas venir tous les mardis de 14h à 15h. Mais par contre, je peux venir pendant une semaine de 10h à 17h, non-stop. Donc, il faut tout remettre en question, remettre toute l'organisation en place. Mais à un moment donné, ça crispe, ça se tend. Et puis, à un moment donné, ça se fait. Et puis, tout le monde est content que ça s'est passé comme ça. Donc, j'essaye aussi de bousculer l'institution, le format de la rencontre, pour ne pas répéter quelque chose qui existe déjà dans leur propre emploi du temps, dans leurs propres contraintes. Et d'essayer d'ouvrir, je trouve que c'est toujours plus
émouvant, plus agréable de dire à quelqu'un à demain que de lui dire à la semaine prochaine ou au mois prochain. Et donc, du coup, même à l'hôpital, quand je disais, mais je peux rester 3 heures avec la personne arrivait, le médecin me disait, il est très fatigué et tout ça. La personne me disait, j'ai pas envie aujourd'hui. Je disais, c'est pas grave, je m'en vais. Voilà, je reviens demain ou je reviens pas, je reviendrai plus tard. Quelquefois, voilà, au bout de 5 minutes, elle s'endormait. Et moi, j'étais là à côté. Et puis, elle se réveillait 2 heures après. Moi, j'avais bouquiné entre-temps, je m'endormais en même temps. Et quand elle ouvrait les yeux, elle disait, oh, vous êtes encore là ? Et ça change tout, quoi. Ça change tout. Voilà, on voit bien que voilà, l'institution, là où ça résiste, la prise de risque, elle était là aussi pour moi. C'était de changer ma façon d'être, mon emploi du temps, ma façon de travailler, et de dire, ben oui, je reste là pendant 2 heures et vous dormez, mais quand vous vous réveillez, je suis là, quoi. On prend une dernière question parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont des choses à vous dire à l'oreille, si j'ai bien compris. Oui, bonjour. Moi, je m'occupe d'une école d'art-thérapie et de médiation artistique pratiquée par des artistes, absolument, depuis 81, avec justement ne pas savoir le diagnostic, ne pas savoir le passé de la personne, de rien savoir pour être en contact avec la singularité de la personne. C'est des titres professionnels reconnus par l'État. Il faut quand même dire qu'on s'est donné quand même assez de mal pour ça. 2 ans pour être médiateur artistique et 3 pour être art-thérapeute. Avec des profs artistes, avec des étudiants obligatoirement plus de 27 ans, artistes professionnels, avec des ateliers d'art, etc. Mais peu importe, je ne vais pas faire ma pub pour l'INECAD, je veux simplement dire qu'il est très important de ne pas connaître le dossier. Il est très important, attention au narratif. Très important de ne pas avoir l'apologie de la parole. Car on a des contacts, pas forcément par la parole ni par la narration, tout le monde n'en est pas capable. Et femmes ou enfants qui ont subi des violences, moi j'ai écrit des bouquins dessus, on ne parle pas de ça. C'est tellement là que tout est dans la production. Et si on comprend, on ne le dévoile pas. C'est l'accompagnement de la production, c'est la création comme processus de transformation, et on n'est pas ni dans le symptôme, ni dans la pathologie, ni dans le savoir qu'on a sur les gens. Je crois que c'est très important, c'est d'une personne à l'autre, c'est soit singulier, plutôt en art-thérapie, soit en groupe, si c'est la médiation artistique, dans le monde du social, de la thérapie, mais d'être, je ne sais pas si on peut dire innocent, mais en tout cas, de découvrir la personne et surtout qu'elle se découvre à travers ses productions sans forcément rien comprendre de ce que ça renvoie de ses difficultés. C'est la production dans son évolution qui fait son action thérapeutique. Merci pour ce mot qui va nous servir de conclusion à cette rencontre. Quand la création artistique prend soin d'autrui, alors moi je pense qu'à l'issue de cette rencontre, il faudrait que vous prescrire régulièrement des séances de théâtre, des séances de danse. Voilà, c'est mon grand conseil. Allez voir du spectacle vivant. Voilà. Alors, il me semble que c'est effectivement ce qui ressort. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces moments d'échange. Et à propos d'échange, eh bien, on vous donne rendez-vous en février prochain pour la suite de ce cycle qui va concerner l'organisation du travail dans nos secteurs, parce qu'on a parlé de prendre soin, mais est-ce que dans nos façons de travailler, nous savons prendre soin les uns des autres ? Et puis en avril, nous parlerons de politique culturelle, comment l'éthique du care peut inspirer les politiques culturelles. Un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour ces paroles précieuses que vous nous avez données. Et on vous invite à boire un verre dans le café maintenant et à manger quelques douceurs pour pouvoir...